La véritable histoire de Rennes-le-Château, pardon, je crois elle débute à la fin du 19e siècle, telle qu'on la connaît maintenant. Et pour ce qu'on en connaît, et pour le révélatif que ça a été, c'est l'histoire d'un brave curé de paroisse de l'époque qui s'appelait Béranger Saunière, donc je crois beaucoup de gens connaissent l'histoire, qui arrive pauvre. Mais non, justement, Ouais. Franck, Ouais. beaucoup de gens, comme tu dis, ne connaissent pas l'histoire de Béranger Saunière. On va la leur raconter. Parce qu'on parle beaucoup de Béranger Saunière. Mais les protagonistes de cette histoire sont quand même très nombreux. Oui. Mais le révélatif, ça a quand même été Béranger Saunière. Béranger, ouais. Et ses constructions. Et je sais qu'on va en reparler plus tard dans la soirée. Ouais. Donc, c'est l'histoire à la base de ce qui nous l'a fait connaître, d'un brave curé de campagne, arrivé très pauvre dans sa commune le 1er juin 1885, et qui au bout d'une trentaine d'années se retrouvera très aisé, pour ne pas dire riche, et qui aura construit un domaine magnifique, et c'est ce qui va nous laisser, et c'est de là que ça va se catalyser les rêves de deux générations de chercheurs. Puisque tout a été remis, l'histoire est ressortie dans les années 1960, très exactement en 1967, avec un livre de Gérard de Sède qui s'appelle L'Or de Rennes, qui va faire redémarrer cette affaire sur les chapeaux de roue. Et c'est grâce à ce livre que je crois, il y a maintenant des milliers et des milliers de gens qui s'intéressent à cette affaire. Et raconte. Mais l'histoire c'est difficile de remettre ça parce que je vais avoir quand même un bout du mal parce qu'il faudrait que je raconte comment Gérard de Sède est rentré dans cette histoire. Eh bien, raconte. Voilà, c'est ce qu'on en sait, ce qu'on en a tu. Je crois que c'est très important pour comprendre cette histoire d'avoir une vision globale. Donc il faut savoir que à la mort de ce prêtre en 1917, les villageois ont été vite convaincus qu'il avait trouvé un trésor. Donc l'histoire s'est un peu endormie avec le village. Et il semblerait que à la fin des années 50, c'est-à-dire à partir de 53, 54, 55, 56, le premier révélateur, ça a été des articles dans la Dépêche du Midi sous la plume de Monsieur Salomon, en 3 exemplaires sur 3 jours différents, qui racontaient l'histoire du curé au milliard, qui racontait que d'un seul coup de pioche, il avait déterré le trésor de Blanche de Castille. Cette histoire revenait en fait aux oreilles de ce journaliste suite au dire de Noël Corbu, qui était celui qui avait racheté la propriété de Béranger Saunière. Béranger Saunière est mort en 1917, mais sa servante, qui était sa légataire universelle, Marie Desnarnaud, est restée vivante jusqu'en janvier 1953, et elle avait vendu sa propriété à Noël Corbu, qui était un homme d'affaires, et qui était quelqu'un qui s'était installé dans le coin, et qui, pour rentabiliser ce domaine, avait eu l'idée de créer un hôtel-restaurant. Donc, il a été mis au courant par Marie Desnarnaud de cette histoire. Il a entendu des ouïs-dire dans les villages, il a été mis un peu au courant de cette histoire de Rennes-le-Château. Et il semblerait il avait bien sûr en plus tous les documents qui ont appartenu à Béranger Saunière et tout, donc il a pu se faire une idée. Et il semblerait que quelqu'un d'autre lui a amené d'autres documents. Ça, c'est ce qui était le plus intéressant à mon sens, mais ça, je pense qu'on en reparlera dans le cours de la soirée. Et Noël Corbu, pour rentabiliser son affaire et pour lancer son affaire, a eu l'idée de lancer cette histoire de trésor. Donc il a commencé à en parler, il a montré les documents du prêtre Saunière, il a montré beaucoup de choses et tout, et ça a commencé à intéresser les gens. Les gens sont montés à Rennes, ça a lancé un peu l'hôtel-restaurant de la Tour, ça a fait venir du monde, et bien sûr, à partir du moment où il y a du monde qui se déplace, il y a des journalistes qui s'en sont intéressés, qui s'en sont inquiétés, et l'histoire a commencé en fait comme cela. Le début de ma recherche, et ce qui m'a fait arriver à beaucoup de choses, c'est une recherche un peu sur l'église de Rennes-le-Château, où on retrouve sur le pilier droit la date 1646. Donc, comme je me suis aperçu... Il n'y a pas que la date qu'on retrouve. Hein. Non, c'est une église qui est quand même bien particulière et qui a été entièrement restaurée à partir de 1886 jusqu'en 1897. Et on y retrouve bien entendu beaucoup de choses. Mais ça, c'est du 19e siècle, nous sommes encore au 17e siècle. On pourra parler de Notre-Dame de Marseille, qui est importante dans l'histoire de Rennes-le-Château. Ça va être difficile de ne pas en parler. Justement, parce que on va y arriver très rapidement, puisque c'est cette date, le 1646, qui m'a mené à Notre-Dame de Marseille. Puisque les 2 piliers de l'église de Rennes-le-Château, on sait que beaucoup de gens sont inquiétés de la décoration et du codage éventuel de cette église. Personne ne s'est occupé de savoir pourquoi on avait laissé des inscriptions. Cette église a donc été refaite entièrement à la fin du 19e siècle, et je me suis aperçu rapidement qu'il restait 2 inscriptions qui dataient du 17e siècle, qui étaient à droite un 1646, et à gauche un cartouche, on peut appeler ça, carré, où on retrouve les lettres IHS pour Jésus, homme et sauveur, mais qui avait une calligraphie totalement particulière. Donc je me suis dit que c'était quand même étonnant qu'on laisse ces témoignages du XVIIe siècle sur une église qui avait été refaite à grands frais au XIXe siècle. Donc ma démarche, ça a été de m'occuper de ces 1646, de rechercher quels événements il y avait pu avoir dans la région. Comme je n'ai rien trouvé, je me suis attelé à rechercher quels avaient été les grands personnages qu'il aurait pu y avoir dans la région. C'est comme ça que je suis tombé sur Nicolas Pavillon.
En tombant sur les archives et les mémoires de Nicolas Pavillon, de tous ceux qui ont écrit sur lui, j'ai trouvé un texte qui est le testament de Nicolas Pavillon et qui dit qu'il veut être enterré, qui veut que sa sépulture ne comporte ni fleurs ni couronne ni inscription. Il veut être enterré de façon anonyme dans le petit cimetière d'Alais, à côté de l'église, donc qui est une cathédrale, puisque c'était un diocèse, qui venait de faire reconstruire, au pied de la croix du cimetière. Donc j'ai retrouvé cette tombe qui est totalement anonyme, qui est cassée en 4 morceaux qui ont été rejointoyés il y a quelques années. Et cette croix, à ma grande surprise, porte en son centre, il y avait en bas les armoiries de Nicolas Pavillon qui sont effacées par le temps, mais le centre de la croix porte exactement le même IHS que le pilier droit de l'église de la Château. Une différence de calligraphie, non? Le H n'est pas un peu différent? Non, exactement. Exactement. Je l'ai mesuré, je l'ai coté, c'est exactement le même. C'est un I. Le J de JSF est remplacé par un I. Bon, mais ça c'est classique puisqu'on le retrouve sur la croix, le Henry. Le H est très écarté, très étiré avec une croix qui le superpose. Et le S de fin, pardon, est très filiforme. Et ça, c'est une calligraphie qu'on m'a retrouvée plusieurs fois dans cette histoire. Ça m'a beaucoup amusé, puisqu'il semblerait que Nicolas Pavillon ait voulu laisser un jeu de piste qui nous mène en fait jusqu'à Notre-Dame de Marseille. Quelle est la fonction de Nicolas Pavillon? Qui est-il? Nicolas Pavillon, c'était quelqu'un qui était issu d'une petite noblesse de Robe. Ça avait été un grand ami de Vincent de Paul, qui est devenu Saint Vincent de Paul, qui était le fondateur de la congrégation des Lazaristes. Et il faut savoir que Nicolas Pavillon, sans avoir été prêtre, a été celui qui a monté le premier séminaire pour les Lazaristes. Il était très proche de Vincent de Paul, et donc il s'est fait nommer par Richelieu lui-même à l'évêché d'Alais. Et il a mis 2 ans pour prendre cet évêché, puisqu'à l'époque, il fallait que c'était le roi qui proposait quelqu'un au titre d'évêque quand un diocèse était libre. Et c'était ensuite le pape qui confirmait ça. Donc là, ça a pris 2 ans. Et il est arrivé à l'évêché d'Alais à la fin des années 1630. Et il y est resté 40 ans, puisqu'il y est mort en 1677. C'était un personnage rigoureux, austère, qui a eu une vie extrêmement remplie et qui, à la différence de tous ses confrères, méprisait la cour et méprisait la capitale, parce que la plupart des évêques vivaient à la cour, et lui n'a pratiquement jamais quitté son diocèse. Et il a remis sur pied entièrement ce diocèse, il s'est occupé de la formation des prêtres, c'est lui le premier qui a monté un séminaire dans un diocèse de province pour la formation des prêtres. Il tenait à ce que toutes les églises soient bien tenues, que les prêtres soient bien formés, qu'ils soient catéchumènes, qu'ils fassent un travail remarquable. C'est donc un évêque qui s'est démarqué complètement par rapport à la région, dans la France du XVIIe siècle, et qui a laissé une empreinte indélébile. C'est que Louis Fouquet écrit en avril 1656 une lettre que tout le monde connaît, qui a été retrouvée dans les archives de la famille Écossais-Brissac, où il raconte à son frère Nicolas qu'il a un secret à lui donner, et que ce secret, sans beaucoup de peine, et sans beaucoup de travail, enfin sans beaucoup de soucis, devrait lui rapporter une fortune que même les rois n'auront jamais la même. Ce qui est marrant, c'est que de suite après cette lettre, Nicolas Fouquet, qui était surintendant des finances du royaume, donc qui était, on peut dire, même s'il était que dans la hiérarchie le 3e personnage de l'État, était en fait le vrai patron de la France, Nicolas Fouquet va de suite faire nommer son frère François coadjuteur, mais de suite, c'est l'histoire de quelques jours, il fait nommer François coadjuteur de l'évêché de Narbonne. C'est-à-dire futur archevêque futur archevêque, c'est-à-dire qu'il va fonctionner en tandem avec l'archevêque de Narbonne jusqu'au décès ou à la prise de retraite, enfin c'était surtout le décès de l'archevêque actuel, et donc il est assuré d'avoir la place. Alors ça, les rares historiens qui se sont inquiétés de la vie de François Fouquet sont toujours étonnés qu'un frère du personnage le plus puissant du royaume aille dans un évêché misérable alors qu'il aurait pu prétendre aux plus hautes distinctions épiscopales du royaume. Mais on va s'apercevoir que nous sommes en 1656. En 1659, quand François Fouquet va coiffer la tiare épiscopale, il prend donc l'évêché de Narbonne, et on s'aperçoit que l'évêché de Narbonne a un découpage qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, cet évêché venait à quelques encablures de l'évêché de Nicolas Pavillon, et notamment la ville de Limoux, qui était une grosse bourgade, et qui est située à 10 km au nord d'Alais, appartient à l'évêché de Narbonne. Et on voit Monseigneur François Fouquet qui débarque à Limoux, mais qui instantanément, je le dis dès le début de son règne, entre guillemets, ne va s'occuper que d'un seul lieu,
C'est une église qui est située sur une petite colline à 1 kilomètre de cette bourgade qui s'appelle Notre-Dame de Marseille. Notre-Dame de Marseille, c'est un sanctuaire où est vénérée une Vierge Noire depuis les profondeurs du Moyen-Âge, puisqu'on a des écrits sur cette église depuis le 8e siècle. Marseille s'écrivant M-A-R-C-E-I-2-L-E. Voilà, exactement, pas comme la ville des Bouches-du-Rhône. Et ce sanctuaire qui a un passé historique très important et qui est surtout un lieu de dévotion extraordinaire, la première chose que fait François Fouquet, ce qui est étonnant, c'est qu'il va de suite licencier, enfin, où il va débarquer, les marguilliers étant le personnel laïque qui est chargé de l'organisation et surtout de la gestion temporelle du sanctuaire. Ça, c'est un fait qui mérite d'être souligné parce que c'est un fait unique dans ce sanctuaire et qui a déjà quand même presque 1000 ans d'existence. Et tout le long de la vie de François Fouquet, c'est-à-dire de 559 jusqu'à sa mort en 573, il n'y a personne qui va gérer Notre-Dame de Marseille. Ce sera lui, toujours en direct, ou alors son vicaire général qui s'appelait Monseigneur d'Agen. Et on s'aperçoit que dès qu'il arrive, il fait beaucoup d'achats de terrain, il augmente le patrimoine du sanctuaire, et surtout, il fait construire une maison très curieuse qui n'avait qu'une vocation temporaire et qui y est toujours, pour me comprendre pourquoi, parce que les événements ont fait que ça n'a pas pu se passer comme il voulait. Il accole au monastère un bâtiment qui est extrêmement laid, on ne peut pas dire d'autres mots, qui est sur 3 niveaux, même 4 si on compte les greniers. Et en fait, ce bâtiment n'est destiné qu'à cacher des travaux qui vont permettre à François Fouquet de créer une crypte sous Notre-Dame de Marseille. Et le but de cette crypte est bien sûr de ramener le trésor de la région de Rennes-les-Bains, de prendre le trésor du baron de Poul et de l'amener sous Notre-Dame de Marseille pour qu'il soit à la disposition de son frère Nicolas. Est-ce que François Fouquet a une idée précise du trésor? Ah oui, lui. Pavillon s'est fendu quand même, il a livré son secret ou pas? Ça s'est très mal passé parce que c'est Nicolas Fouquet qui a géré tout ça. Donc il faut savoir qu'un évêque du royaume à l'époque, comme Nicolas Pavillon, était automatiquement nommé comte du diocèse où il était. Donc il était automatiquement assujetti à obéir à quelqu'un comme le surintendant des finances du royaume. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc ça s'est très très mal passé au début. C'est clair qu'il n'y a jamais eu une grande entente entre Nicolas Pavillon et Nicolas Fouquet. On verra d'ailleurs que Nicolas Pavillon va le lui faire payer. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que François Fouquet s'établit coadjuteur de Narbonne, dès le début de 1557, on voit Nicolas Fouquet qui commence les travaux de Vaux-le-Vicomte. C'est instantané, toute la chronologie elle est claire, c'est-à-dire ça se suit, c'est de suite. Et le château de Vaux-le-Vicomte va être construit en 3 ans et demi, donc jusqu'à l'été 1561. Plus vite que prévu. Oui, plus vite que prévu. Oui. Mais Louis XIV vient visiter le château de Vaux-le-Vicomte, oui, il me semble. Mais il n'y a pas que lui, parce que le chantier était tellement important, et j'ai retrouvé des documents. À une époque, le chantier utilisait 18 000 employés. Donc il a fallu même construire une ville. Il a fallu raser 3 villages. Il a fallu construire le château, les jardins qui sont magnifiques, on le sait, le nôtre, l'architecte Levaux, un travail extraordinaire. Mais le principal souci de Nicolas Fouquet, c'était de cacher l'importance du chantier. On sait par exemple que Colbert, qui est arrivé au pouvoir suite à la mort de Mazarin en 1661, Colbert était l'ancien gestionnaire, c'est-à-dire l'ancien intendant de tous les domaines de Mazarin. Il faut savoir que Mazarin avait accumulé sous l'Ancien Régime la plus grosse fortune jamais réunis dans le royaume. Colbert qui instruit le procès de Nicolas Fouquet. Tout à fait, ouais. Et donc, début 1661 même, on voit Colbert qui met tout en place pour essayer de neutraliser Nicolas Fouquet. On voit même Colbert, chose extraordinaire, qui se déguise pour aller visiter le château de Vaux-le-Vicomte. Mais il est reconnu par Vatel, qui va devenir célèbre, qui était l'ordonnance et le cuisinier de Nicolas Fouquet. La marée, l'épée dans le ventre, voilà, tout le monde connaît, tout le monde devrait connaître. Tout à fait, c'est un type extraordinaire. Et c'est celui qui d'ailleurs avait organisé la fameuse réception du 17 août 1661, dans laquelle une fois le château de Vaux-le-Vicomte est terminé, Nicolas Fouquet, pris de je ne sais pas quelle folie, parce que c'est vrai c'est une erreur phénoménale, déploie un tel luxe que le roi le juge tellement insolent qu'il veut le faire arrêter le jour même. Le roi Louis XIV qui commence à avoir des doutes sur l'honnêteté de Fouquet. Louis XIV, à cette époque-là, a 21 ans. Voilà. Il a pris le pouvoir. Et chose extraordinaire, et c'est pour la première fois qui se passe dans la royauté française, c'est qu'avant, les rois régnaient mais ne gouvernaient pas. Or, lui, quand Mazarin meurt, début 1561, il décide d'assumer la charge du pouvoir.
c'était, pour l'époque, il faut comprendre que c'était un coup de théâtre. On a même parlé de coup d'État. Donc c'est lui qui devient le patron de la France. Tu penses que ce 17 août 1661, Louis XIV a déjà des doutes sur, entre guillemets, l'honnêteté de Fouquet? Ah oui, tout à fait, là c'est révélatif d'ailleurs, parce que Fouquet fait même jouer une pièce de Molière devant lui, ça s'est passé très très mal, et on sait par certains chroniqueurs que, notamment Jean Loré, on a certaines lettres, le roi voulait le faire arrêter séance tenante. Et c'est Anne d'Autriche, sa mère, qui s'est opposée à ça, mais le roi, qui a de la suite dans les idées, va le faire arrêter le 5 septembre à Nantes. 3 semaines plus tard, par Nantes, par quelqu'un qui est extrêmement connu, qui s'appelle de son vrai nom Charles de Batz de Castelmore, mais qui en fait était plus connu sous le nom d'Artagnan. J'ai même rencontré l'été dernier un de ses héritiers directs, qui est gersois, et il se raconte à la famille, enfin ils ont tous les documents et tout, d'Artagnan était terrorisé de se saisir de Nicolas Fouquet, qui était l'homme le plus puissant du royaume, parce qu'il était sûr que de toute manière cette arrestation n'était pas justifiée, et qu'un jour ou l'autre Nicolas Fouquet le lui ferait payer. Donc Nicolas Fouquet est arrêté, il est emprisonné, Colbert est chargé par le roi de diriger et d'instruire le procès contre Nicolas Fouquet, puisque Louis XIV est persuadé qu'il a pillé les finances du royaume pour se payer vos le vicomte. Il fait nommer 22 juges, et très rapidement, la plupart des juges vont donner raison à Fouquet. Fouquet se défend extrêmement bien, et il est à 2 points, il est pas loin d'être relaxé. Donc, Louis XIV ordonne un changement de juge. Et là, Nicolas Fouquet prend peur. Et il comprend que sa vie est en jeu, puisque le but de Louis XIV, le premier but, c'était quand même de faire tuer Nicolas Fouquet, pour faire un exemple. Nicolas Fouquet prend peur, et il révèle à Colbert, ou à Louis XIV, qu'en fait, la majorité de l'argent, je dis sûrement pas tout l'argent, mais la majorité des moyens financiers mis en œuvre pour financer vos le vicomte, puisque quand même Nicolas Fouquet était très riche, viennent d'un trésor qui était exploité dans la Provence par son frère François, archevêque Narbonne, mais que lui n'a aucune connaissance du trésor. Ça, c'est le premier tournant important dans les mystères, dans ce qui nous préoccupe, l'affaire de Rennes, puisque très intelligemment, je pense que c'est à Fouquet qu'on doit ça, il comprend qu'il y a quelque chose derrière, et il décide de prendre Nicolas Fouquet comme otage. C'est pour ça que Nicolas Fouquet, très rapidement, va être emprisonné à la forteresse de Pignerol, au secret, et le deal qui a dû se passer, entre guillemets, à l'époque, c'est que Colbert a dû proposer à François Fouquet de ravitailler les finances du royaume, moyennant Nicolas Fouquet reste en vie. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les dates, et puisque tout ça se passe dans les années, ça se passe en septembre 1661, très rapidement, mais quelques semaines après, quelques mois après, Colbert donne le feu vert pour la construction des châteaux de Versailles. Comme par hasard. Voilà. Or, Colbert, on a tous les textes, on a toutes les archives, Colbert s'était toujours opposé à ce projet du roi. La France, mal remis de la Fronde, en proie à des guerres incessantes à l'extérieur du royaume et tout, n'avait absolument pas les moyens de se payer un tel joyeux. Et pourtant, les travaux commencent de suite. Et parallèlement, quand on voit ce qui se passe dans le Razès, c'est assez amusant de voir que l'animosité qui s'est déplacée entre Nicolas Pavillon et Blaise d'Aupoule a donné lieu à un procès. Ce que nous raconte d'ailleurs Jean Loré dans ses fameuses lettres. Et ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs ce fameux Jean Loré, qui était un chroniqueur, c'était un piètre rimailleur, mais il était craint de tous parce qu'il avait des sources qui étaient sûres et certaines, puisque c'était un proche d'abord de Mazarin, ensuite de Nicolas Fouquet et ensuite de Colbert. Donc il publiait tous les matins une lettre qui ont été réunies, on appelle ça la Gazette burlesque notamment, et il allumait un peu, comme on dirait maintenant, entre guillemets, un peu tout le monde, et tout le monde se régalait de ses potins et tout le monde le craignait. Et ce qui est étonnant, c'est que ce Jean Loré, dans une lettre du 21 septembre 1661, reparle de ce fameux trésor, et ici, il est beaucoup plus précis, puisqu'il parle de l'évêque d'Alais, il parle du seigneur du lieu, et il explique surtout que ça a donné lieu à un procès, et on retrouve ce procès entre Nicolas Pavillon et Blaise d'Aupoule. Alors ce procès, en première instance, se déroule dans la juridiction de Toulouse, bien sûr, dont dépendait le diocèse d'Alais. En première instance, Nicolas Pavillon perd contre Blaise d'Aupoule et son épouse Marie-Lucrèce du Vivier de Lansac. Deuxième instance en appel, c'est à Grenoble. On a retrouvé toutes les pièces de ce procès. Nicolas Pavillon perd de nouveau. Nous sommes en 1666. Et là, bizarrement, le procès, la sentence est cassée par une décision personnelle et royale, le texte existe toujours, de Louis XIV, qui donne raison à Nicolas Pavillon. Et c'est d'autant plus étonnant
que depuis quelques années, avec l'histoire janséniste, Nicolas Pavillon est le seul homme dans le royaume à tenir tête à Louis XIV, qui était un potentat très puissant et qui s'est toujours comporté comme un élu de Dieu et qui n'avait de compte à rendre à personne. Je crois que je n'ai pas trouvé d'autres exemples dans le règne de Louis XIV de quelqu'un qui ait autant tenu tête à Louis XIV. Alors on assiste entre Louis XIV et Nicolas Pavillon pendant toute l'époque janséniste, c'est-à-dire à peu près des années, du début des années 1660 à 1666, à une véritable guerre de tranchées. Mais bizarrement, chaque fois, Louis XIV se prend à des collaborateurs ou à des trucs, il va même jusqu'à, par lettre de cachet, il va même jusqu'à envoyer très loin les deux principaux collaborateurs de Nicolas Pavillon, mais il ne s'en prend jamais à Pavillon. À Pavillon lui-même, oui. Voilà, jamais. Il semblerait que Pavillon ait quand même eu certaines moyens de pression sur le roi. Alors ce qui est marrant, c'est que Pavillon ne se soucie fort peu du roi. C'est-à-dire que tant que le roi laisse tranquille, il s'en occupe pas. Par contre, dès que le roi veut s'occuper de lui, il répond, et il est même très acerbe. Il se permet de publier sans autorisation royale certains documents, ce qui était formellement interdit dans le royaume. Et on assiste là à quelque chose de tout à fait curieux. Jusqu'à ce que ce procès soit cassé par le roi Louis XIV en 566, et donne lieu à c'est une histoire un peu curieuse. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'ils aient trouvé un accord, qu'ils se soient partagés, ils décident, je pense, de se partager le trésor. Et Louis XIV et Colbert vont utiliser Notre-Dame de Marseille, qui avait été prévue par Nicolas et François Fouquet. Ils vont faire transvaser, ils se partagent le trésor avec le baron Blaise d'Aupoule. Blaise d'Aupoule, comme par hasard, a une distinction, est honoré par le roi d'une distinction unique dans l'histoire du royaume aussi à cette époque, c'est-à-dire qu'il ne peut plus dépendre que du roi. Alors ça ne veut pas dire grand-chose aux gens, mais il faut penser qu'à l'époque, il pouvait voler, il pouvait tuer, il pouvait ne pas payer ses impôts, il n'était passible devant aucune juridiction du royaume. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est vrai que c'est une situation quand même extrêmement confortable. Et en 1666, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'ils vont déménager une partie de ce trésor, ils vont se scinder le trésor, et une partie du trésor va être amenée sous Notre-Dame de Marseille. Et c'est partir de Rennes-le-Château. Ouais, c'est pas vraiment Rennes-le-Château. Sur la commune de Rennes-le-Château, il n'y a rien. Sur la commune, oui. C'est sur la commune de Rennes-les-Bains. Voilà. Et le trésor, donc Louis XIV va piocher, et c'est Nicolas Pavillon avec le vicaire général de François Fouquet, parce que ce qui est étonnant de cette histoire, c'est que dès 1661, dès l'arrestation de Nicolas Fouquet, le frère de Nicolas Fouquet, François Fouquet, qui était donc archevêque de Narbonne, est mis en exil. En Normandie. Voilà. Il y a l'évêque d'Orléans, de Rouen. Voilà, c'est pas exactement ça. En fait, il est d'abord envoyé en semi-exil à Alençon, et il est placé sous la tutelle de Monseigneur François de Rouxel de Moldavie, si je me souviens bien, qui va devenir, lui, archevêque de Rouen. Et François Fouquet va se retrouver un peu en semi-liberté, et il sera toujours sous la responsabilité de ce prélat. Et on pense qu'à la fin de sa vie, François Fouquet, donc il va continuer à gérer son diocèse, et puis qu'il reste, on ne peut pas lui enlever sa charge d'archevêque de Narbonne. Et tous les mandements seront signés de Mamers ou d'Alençon ou de la région rouennaise, jusqu'à sa mort en 1673. Et il y a fort à parier que Aigri, bien sûr, est très en colère, François Fouquet se soit laissé aller à quelques confidences, donc à ce François Rouxel de Moldavie, qui va devenir archevêque de Rouen. Et c'est ce qui va nous donner une histoire, une piste qui passionne beaucoup de gens dans l'histoire de Rennes-le-Château, c'est ce qu'on appelle la piste rouennaise. 1673, François Fouquet meurt. François Fouquet meurt. Alors ça, c'est aussi un tournant de l'histoire de Rennes. Il faut savoir que François Fouquet, d'après ce qu'on en a compris, d'après certaines choses qu'on a retrouvées, était persuadé qu'après sa mort, Nicolas Fouquet serait relâché. Il n'y avait aucune raison pour que Louis XIV le garde en prison. Le malheur, c'est que tout ne s'est peut-être pas passé comme il voulait, puisque dès la mort de François Fouquet, Nicolas Pavillon fait bloquer tous les versements à Louis XIV. Et ça, on le sait de façon sûre, puisque pour que ce trésor soit déménagé dans les meilleures conditions, la partie qui revenait au roi, donc en 1666, de Rennes-les-Bains à la cache de Notre-Dame de Marseille, à la crypte de Notre-Dame de Marseille, ils avaient eu l'intelligence de morceler le circuit en plusieurs sections. Donc ça permettait de faire des transferts de fonds qui étaient beaucoup plus discrets. Et une de ces étapes, on va les dire, un de ces jalons, qui sont d'ailleurs représentés par les fameux jalons IHS, on en reparlera peut-être après si j'ai des questions à ce niveau-là, j'expliquerai plus longuement, était le château de Serres. Alors ce qui est amusant, c'est que le château de Serres,
Il a été financé sûrement par Pavillon, il a été construit très rapidement. Et pour ce faire, Nicolas Pavillon a anobli un bourgeois du village de Serres et lui a donné le village de Serres et la région comme fief. Il est évident qu'il ne pouvait rien demander à Blaise d'Aupoul puisqu'il est dépossédé d'une partie de son trésor. Donc on s'aperçoit qu'en 1673, quand les versements à Louis XIV s'arrêtent, une partie des versements est restée dans le château de Serres et ça va y rester plus d'une trentaine d'années. Puisqu'on a trace au début du XVIIIe siècle, et ça c'est le fils de Monsieur de Michel, qui était le seigneur de Serres, qui écrit, mais ils ont quand même attendu, ils ont été malins, ils ont quand même attendu 33 ou 35 ans, et en total je pense qu'ils se sont servis. Il écrit une lettre aux frères du roi, où il lui annonce que son château, les caves de son château sont remplies d'or, qui sont destinés au roi, et que le roi veuille bien prendre toutes les précautions ou toutes les dispositions pour venir chercher cet or qui lui appartient, parce qu'eux ne peuvent plus garantir la sécurité de ce trésor. Hélas, en 1694, chaque être humain meurt à un moment. Blaise d'Aupoul meurt. Blaise d'Aupoul meurt. Blaise d'Aupoul meurt. C'est quelqu'un qui a très bien œuvré, moi, d'après ce que j'ai pu en juger, puisqu'il a réussi à préserver la plus grande partie du trésor. On sait que dans les années 1650, après la découverte, il dote très richement ses enfants, puisqu'il avait, enfin certains parlent de 5, d'autres de 7 enfants. On sait qu'il finance une compagnie, il envoie ses enfants au service du roi, il leur paye des brevets d'armes au service de Louis XIV. Certains d'ailleurs, 3 je crois sont morts pendant les guerres de Louis XIV. Un se fait d'ailleurs enterrer à Limoux et son cœur est mis à Notre-Dame de Marseille, moyennant une très forte somme d'argent contre des messes. Et il leur paye à chacun une compagnie qui devait être à peu près suivant entre 100 et 500 hommes qu'il entretient sur ses deniers. On voit très bien que Blaise d'Aupoul se retrouve brusquement à la tête d'une fortune subite. Et ce sont des dépenses qui sont complètement inconsidérées par rapport au revenu normal d'une seigneurie comme la sienne. Et donc, en 1673, pour faire la chronologie, c'est la mort de François Fouquet. 1677, la mort de Nicolas Pavillon. Il faut savoir que Colbert, là on doit me faire passer des documents, donc ça c'est hypothétique, mais je vais le vérifier, je vais les recevoir bientôt. Colbert serait revenu en 1678 dans le Razès pour réactiver la compagnie des mines de Blanchefort. Bon, il a dû faire quelques recherches, envoyer quelques personnes, mais ça s'est vite soldé par un échec, donc tout va rentrer en l'ordre. Et 1694, le baron d'Aupoul meurt. On pense que le baron d'Aupoul n'a jamais rien révélé aux membres de sa famille. Et je crois que c'était un peu les termes du deal avec Louis XIV, c'est-à-dire que lui, il a gardé une partie des trésors qu'il a exploité. Et donc, on peut penser que en 1674, les deux caches se sont endormies, Notre-Dame de Marseille, ce que j'appelle la deuxième cache, puisque je fais ça chronologiquement, qui date de 1666. Et la première cache, qui est beaucoup plus ancienne, qui est sur les terres du baron Blaise d'Aupoul, et qui est plus précisément sur la paroisse de Rennes-les-Bains, en 1614, tout retombe dans l'oubli. Et les années se passent. Un siècle et demi. Oui, pas tout à fait. Tout est en sommeil, pratiquement. Tout est en sommeil, voilà. Et il faut attendre, et c'est là que ça revient, le rebondissement est extraordinaire, parce que il faut attendre les années 1830, où à Notre-Dame de Marseille... Il y a un aumônier, voilà, Godéric Mèche. Voilà, qui est un sanctuaire très réputé. Il y a un aumônier qui se prend de passion pour son église, et qui décèle au mur de son église un grand tableau, qui est magnifique, qui représente un moine en adoration. En fait, à l'époque, puisque j'ai reconstitué comment dirais-je, le cursus de ce tableau qui est étonnant, qui était extraordinaire. Ce tableau, je pense, et on est en train de s'en occuper, et je ne dois pas me tromper, qui est un Teniers, un David Teniers le Jeune, représentait à la base une tentation de Saint-Antoine. Ça va réveiller beaucoup de choses chez certains chercheurs, puisqu'on sait que certains documents qui auraient été hypothétiquement trouvés par Béranger Saunière, mais j'expliquerai que non tout à l'heure, ont un décryptage qui donne une phrase énigmatique: Bergère, pas de tentation que Poussin, Teniers, garde la clé. Donc nous avions déjà le Poussin, nous voilà avec un Teniers. Le problème, c'est de savoir si c'est le bon. Mais ceci, c'est un Teniers, c'est un Saint-Antoine. Et François Fouquet, qui a compris l'erreur, et pour cause qu'avait fait Nicolas Pavillon en révélant le secret de la cache du baron d'Aupoul à Poussin, ne fait pas la même erreur. C'est-à-dire qu'il va aller trouver ce fameux moine dont j'ai parlé tout à l'heure, Ambroise Frédot, et il va lui donner des indications pour transformer ce tableau. Or, on va voir que Ambroise Frédot va transformer un Saint-Antoine en Saint-Augustin.
Alors la transformation est relativement simple. Il faut savoir qu'un tableau une tentation de Saint-Antoine, c'est toujours Saint-Antoine, qui d'après les croyances chrétiennes était un ermite, qui avait dompté le démon, qui avait transformé le démon en cochon, et qu'il avait il vivait avec lui au fond d'une caverne. Et le démon, quand il s'est réveillé un peu, faisait apparaître, il troublait un peu la méditation de notre brave ermite, en lui faisant apparaître plein de stupres, de femmes, d'objets ou d'animaux extraordinaires. C'est ce qu'on appelle la tentation. Nous avons consacré un plus près des étoiles à Saint-Antoine. Voilà, donc c'est un saint qui est très très connu dans l'iconographie chrétienne et catholique. Et c'est très facile de transformer un Saint-Antoine en Saint-Augustin, puisqu'il suffit de lui faire tenir entre les mains un cœur enflammé, qui est le signe iconographique de Saint-Augustin. Alors ce qui est intéressant au niveau de Saint-Augustin, c'est que Saint-Augustin était en fait le patron des jansénistes. Ça c'est beaucoup plus curieux pour l'époque, puisque François Fouquet était un jésuite, très proche de Vincent de Paul, était donc un ennemi acharné de la thèse janséniste. Pourtant, il fait transformer dans son église un tableau de Saint-Antoine en Saint-Augustin. Et il faut savoir que les écrits de Jansénus, c'est un détournement du dogme de Saint-Augustin, qui était un des pères de l'Église et qui a vécu à la charnière du IVe et du Ve siècle. Il fait donc, je pense qu'Ambroise Frédot, sans le savoir, a codé ce tableau. Et dans les années 1830, Godéric Mèche le comprend. D'abord, il décèle ce message. Il est aumônier, hein, Godéric Mèche. Il est aumônier, voilà. Alors, j'ai pu trouver très peu de documents sur ce Godéric Mèche, qui est un type passionnant, mais qui a laissé absolument rien comme écrit, absolument rien comme trace. Il n'a laissé d'ailleurs, paradoxalement, puisque c'est un des seuls, aucun message. Puisque nous avons des messages de pavillon. Comment sait-on qu'il dépense du fric Mais ça, on le sait par l'administration, entre guillemets, de Notre-Dame de Marseille. C'est-à-dire qu'à partir des années 1830, Godéric Mèche se lance dans des travaux et se lance dans des financements qui sont hors de proportion de ce que doit lui rapporter sa charge ecclésiastique. Il faut savoir que les prêtres, les aumôniers, les prêtres de campagne sont depuis le Concordat rémunérés par le ministère des Cultes et ont un traitement de 900 francs par an. Et lui, il commence à dépenser des sommes qui sont extrêmement importantes. Ça lui attire... Sans jamais rien demander à qui que ce soit. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire il se lance dans la restauration de Notre-Dame de Marseille, il finance d'autres choses, j'ai pas mal d'informations là-dessus. On pourra en parler d'ailleurs, je pense, dans une deuxième partie de l'émission, parce que j'ai fait des découvertes qui sont extrêmement intéressantes sur Godéric Mèche depuis la sortie de mon livre. Et il inquiète un peu tout le monde, il inquiète tellement son petit monde, c'est-à-dire les marguilliers de Notre-Dame de Marseille, les autorités laïques. Les marguilliers dont nous avons déjà parlé il y a quelques instants. Oui, qui avaient été rétablis. Notre-Dame de Marseille n'a pas eu de marguillier que pendant à peu près 14 ans, pendant le règne entre guillemets, de François Fouquet. Et donc ils vont lui retirer son aumônerie. Et ils vont le muter dans un petit sanctuaire qui dépend de Cône-Minervois, qui s'appelle Notre-Dame du Crau. Et entre-temps, la serre, qui connaissait très bien Godéric Mèche, et qui avait très bien connu Godéric Mèche, et surtout Henri Gasque, savait que ces chanoines, ces aumôniers d'Entre de Marseille, avaient eu à leurs moyens des moyens financiers extraordinaires. Et il apprend par Béranger Saunière qu'un curé du coin, Henri Boudet, qu'il connaît d'ailleurs, Henri Boudet dépense beaucoup d'argent pour Saunière pour restaurer l'église de Rennes-le-Château. Or, il sait très bien que Boudet a été l'élève d'Henri Gasque et a travaillé avec Godéric Mèche. Et il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en rapport, que tous ces flux d'argent ne peuvent être qu'en rapport avec Notre-Dame de Marseille. Il va donc essayer, mais il ne sait pas comment s'y prendre, parce que Boudet, c'est une personnalité quand même importante. Mais il se souvient que Boudet, dans les années 1886, a écrit un bouquin curieux, incompréhensible, et il a l'idée d'écrire un livre. L'histoire du pèlerinage de Notre-Dame de Marseille. Or, quand on relit ce livre, ce n'est ni plus ni moins qu'un SOS de la serre à l'encontre d'Henri Boudet. D'ailleurs, il lui brosse pas mal de compliments, il parle du génial curé de Rennes-les-Bains, dans un livre extraordinaire, et tout ce à quoi, il est vrai, l'abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains, n'était pas habitué après la sortie de son livre, puisque tout le monde l'avait cisaillé. Et là, il y a quelqu'un qui l'encense, et surtout fait plus curieux. Bon, enfin, j'explique ça dans mon livre, il y a beaucoup plus d'autres choses, bien sûr, dans ce livre. Chose curieuse, il reproduit in extenso le jugement du tribunal de Limoux. Parce qu'en fait, le but de la serre, c'était que Boudet prenne conscience du risque que courait Notre-Dame de Marseille. Tribunal civil, hein. Tribunal civil, tout à fait. Précision. Voilà.
Et donc, il va faire porter son livre, l'historique de Notre-Dame de Marseille, il va le faire porter à Saunière en 1891. C'est le but, c'est la cause, c'est la raison de l'inscription Mission 1891 que vous retrouvez dans les jardins. D'ailleurs, ça c'est anecdotique du curé Saunière quand il aura terminé la décoration de son église. En fait, il a été missionné par la serre pour amener ce livre à Boudet. Boudet, qui comprenait quand même bien les choses, qui comprend que Notre-Dame de Marseille est en danger, ne peut faire autrement, ne serait-ce que par respect pour ses maîtres spirituels qui sont morts, Mèche qu'il a découvert et Gasque qu'il a formé et qu'il a instruit. Il ne peut que révéler le secret de la crypte de Notre-Dame de Marseille, mais il ne va parler que de Notre-Dame de Marseille et non de la première cache de Rennes. Il est évident qu'il avait fait le ménage dans la crypte, qu'il n'y avait plus aucun document compromettant ni rien du tout, mais par contre il devait rester beaucoup de choses au niveau pécuniaire, s'entend. Et il va faire cadeau de cette cache à l'abbé Joseph Théodore de la Serre, qui lui s'entend avec Monseigneur Billard, et il décide donc de racheter Notre-Dame de Marseille. Alors le problème, c'est que Monseigneur Billard, qui était quand même un personnage assez énigmatique, mais très souvent qui était un peu, comme on dit maintenant, borderline, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à franchir la ligne jaune. De la légalité, hein. Tout à fait. Oui. Comprend que s'il veut pouvoir exploiter ce qui se trouve sous Notre-Dame de Marseille, il ne faut pas que ce soit l'évêché de Carcassonne qui achète, mais il faut qu'il l'achète à son propre privé nom. Le problème, c'est que la serre est âgée, il va mourir 4 ans plus tard, et Billard ne peut pas quitter son diocèse. Il l'a tenté 2 ou 3 ans avant, il a pris une sérieuse amende du ministère des Cultes, il ne peut pas quitter son diocèse sans l'autorisation du ministère des Cultes. Donc ils ont l'idée de demander de faire entrer dans la combine un 3e prêtre. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas faire autrement. La serre est trop âgée, et Monseigneur Billard ne peut pas voyager, et il est impensable d'écouler ce trésor dans la région. On ne peut pas aller trouver le bijoutier de Limoux et lui dire, attendez, achetez-moi, parce que j'ai tant d'objets précieux, de pierres précieuses. C'est impensable. Et ce 3e prêtre, CBS? Voilà. Ce 3e prêtre, la serre le connaît, il l'a apprécié, il a travaillé avec pendant presque 3 ans. Il sait que c'est un homme doué d'une forte personnalité. Ils ont besoin quand même de quelqu'un de courageux, quelqu'un qui soit volontaire, quelqu'un qui n'ait pas peur de partir à l'autre bout de la France avec des valises remplies d'objets précieux et tout. Il fallait quand même le faire à l'époque. Et ils font rentrer dans la combine, entre guillemets, Béranger Saunière, qui va devenir, j'ai mis entre guillemets, parce que ça, je sais que ça irrite beaucoup de gens, mais c'est ce que je pense, il va devenir le porte-valise de Monseigneur Billard. Et c'est lui qui va être chargé d'amener, mais ce n'est pas lui qui fera les transactions. Monseigneur Billard connaît beaucoup de monde, il a un carnet d'adresses qui est extrêmement bien rempli, et il envoie Saunière dans toute la France. Saunière porte les valises, et il rentre. Et dès qu'il rentre, Monseigneur Billard, qui est un homme éminemment inquiet, et on comprend pourquoi, et qui est surtout malin, a mis au point un système de rémunération qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que dès que Béranger Saunière rentre, il est inondé d'honoraires de messe. Il faut savoir qu'à l'époque, les prêtres, c'était un complément de rémunération, parce qu'ils n'étaient pas extrêmement bien payés. 900 francs par an, c'était quand même pas il n'y avait pas de quoi faire fortune, bien sûr. Ça permettait tout juste de survivre. Ils avaient le droit de dire les messes que des gens commandaient pour les défunts, pour leur famille, pour des événements particuliers et tout. Donc ces messes étaient rémunérées 1 franc, 1 franc 50. Et c'était un complément non négligeable du traitement de tout prêtre de campagne. Alors j'ai eu l'occasion avec Jean-Luc Robin, que tu connais, Franck Davos, oui, très bien. De parler de ce trafic de messes, entre guillemets. Pour Jean-Luc Robin, Béranger Saunière aurait fait de la vente de messes par correspondance. Ouais, mais il l'a pas fait de suite. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc, mais il l'a pas fait de suite. Parce que ce qui est intéressant, et là j'ai quelques éléments qui sont nouveaux, puisque j'étais le 14 juillet, j'ai passé la journée chez Antoine Captier et Claire Corbu. Claire Corbu étant la fille de Noël Corbu, celui qui avait récupéré le domaine de la Bessonnière, et qui sont donc propriétaires et titulaires de toutes les archives de la Bessonnière. Et j'ai eu la chance, puisque moi, c'était un vrai bonheur pour moi, puisque je connais un peu cette affaire, mais je n'avais jamais eu entre les mains des pièces originales. Et Antoine Captier m'a fait cette joie de m'inviter. Il m'a dit, viens à la maison, comme ça je te montrerai beaucoup de papiers de Saunière et tout. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est impressionnant. Il y en a plein des cartons et tout. Et je suis tombé sur un carnet dont personne, que peut-être certains connaissaient, mais je doute, à l'intérieur duquel il était expliqué, c'était le carnet des messes effectivement dites, ou effectivement reçu par Saunière, parce qu'on a les carnets de comptabilité, on a un carnet de trucs auquel on peut faire dire beaucoup de choses. Mais par contre, ce carnet, en fait, ils étaient 2. Il y en a un autre qui maintenant, malheureusement,
est au musée de Rennes-le-Château, donc c'est la mairie de Rennes-le-Château qui le détient. Donc là, je ne sais pas s'il pourrait être accessible, mais je vais essayer d'aller le voir. On a Antoine Captier et Claire Corbu ont entre leurs mains, le carnet des messes effectivement dites par Saunière, qui débute dans les années 1892 et qui finit en 1896. Alors ce qu'il y a de fabuleux, parce qu'en plus j'ai eu de nouveau ce carnet entre les mains avant-hier, puisqu'on s'était donné rendez-vous à Rennes-le-Château chez Jean-Luc Romain. Jean-Luc Romain était à côté de nous. Il y avait aussi Patrick Mancior, qui est un auteur bien connu de Rennes-le-Château. Et parce que je m'en étais aperçu, mais j'avais pas percuté sur le moment, parce que j'étais noyé sous une. C'est vrai que c'est passionnant, c'est poignant de lire les notes de Béranger Saunière, de voir les lettres qu'il a écrites, de voir les brouillons de lettres qu'il a fait à l'évêché. Mais il y a tellement de choses à voir qu'il faudrait rester une semaine chez Antoine. Et donc je m'en suis souvenu, donc je l'avais eu au téléphone. Antoine, il a eu la gentillesse de ramener ce carnet, dont j'ai pu l'étudier dans un coin du jardin de l'abbé, là, chez Jean-Luc Romain. Et on s'aperçoit qu'à partir, ce que j'avais vu d'ailleurs le 14 juillet, on s'aperçoit qu'à partir de l'été 1893, alors au début, il reçoit quelques messes, bien sûr, il a 2, 3, 4 messes par semaine, des fois 2 messes par jour, qui dit, d'ailleurs c'est noté, son carnet est calibré. Entrée, recettes, dépenses, tout est bien indiqué. Ça vient d'un tel et tout, la messe dite tel jour et tout. Et à partir de l'été 1893, c'est-à-dire à partir de juin, souvenez-vous que Notre-Dame de Marseille a été achetée au mois de mai, le 19 mai 1893, à partir de juin, fin juin, donc de suite, on voit arriver une quantité impressionnante de messes. Alors au début, on voit ce pauvre Saunière qui les dit, une par une, puis 2 par 2, puis 3 par 3, puis 4 par 4, puis 6 par 6, et ça arrive, et des messes de partout. Et rageusement, j'ai une on va photocopier ce carnet, et rageusement, mi-décembre, il barre une page et il met « arrêtez là », ce qui veut dire qu'il ne dit plus les messes. Mais par contre, il note scrupuleusement toutes les messes. Et ce qui est fabuleux, c'est que tous les gens qui envoient ces messes, ce sont tous des proches des Billards. Alors on va retrouver Boudet, donc certains ont dit qu'il n'avait rien donné à Saunière, je vais vous dire, j'aimerais bien qu'il voit le carnet. C'est des pages entières de messes. On va trouver un abbé Sarda qui était aumônier des bains de Rennes, c'est-à-dire qu'il ne venait là que la saison. C'était un curé j'allais dire, enfin c'est pas péjoratif, mais de deuxième importance, et qui était sous les ordres de Boudet pendant la saison, qui donnait un coup de main à Boudet, qui s'occupait des curistes de Rennes-les-Bains, qui étaient nombreux à cette époque. On voit Sarda, par exemple, je me suis amusé à compter, qui envoie 200 messes le même jour. On voit l'abbé Escargueil, qui était un proche de Billard. On voit Cantegril, qui a été vicaire général du diocèse et qui a été vicaire capitulaire, c'est-à-dire que c'est lui qui a assuré l'intérim après la mort de Billard. On voit des gens comme Cross, qui est cité dans le carnet de Saunière, qui était le secrétaire général de Monseigneur Billard. On s'aperçoit que de 1892 à 1896, et d'après Antoine, bon, ça continue bien sûr après sur votre carnet, mais ça je le vérifierai, qu'en fait, toutes les rémunérations de messe viennent d'abord, du diocèse de Carcassonne, et deuxièmement, je parle dans la grande majorité, c'est-à-dire ça va être 90 ou 85 ou 90 ou 95%, il faudrait qu'on l'étudie, mais on va s'en occuper. C'est tout à fait récent, c'était découvert, c'était date du 14 juillet. Et on s'aperçoit que ce sont tous des prêtres qui sont des proches de Monseigneur Billard. On voit l'évêché qui envoie, mais attendez, des pelletés, des bennes de messes. On voit Notre-Dame de Marseille, ce qui est encore plus étonnant, qui envoie des tonnes de messes. On voit l'hôpital de Limoux, qui est tenu par un aumônier, dont j'ai retracé, qui est le père de Cluny, qui est celui qui a signé le certificat de décès de Gasque. On retrouve quelques autres prêtres que j'ai dans les carnets de l'abbé Coste aussi. C'est tout le groupement de prêtres, c'est tous les habitués, c'est tous les proches de Monseigneur Billard. Et sans trop anticiper sur ce trafic de messes. Ce n'est pas un trafic dans ce cas-là. Je pense que c'est une rémunération déguisée. Le Vatican a été au courant de ça. Pas de suite. Mais quelques années plus tard. Quelques années plus tard. C'est-à-dire le principe, il faut savoir que de 1893, donc de l'été 1893, et les années qui vont suivre, pour Saunière, c'est l'embellie. Il touche beaucoup d'argent. Et donc ça lui permet de faire beaucoup de choses, ça lui permet de commencer à avoir déjà une vie meilleure, c'est clair. Mais surtout ça lui permet de prendre goût à l'argent, et ça, on verra que ça ne va pas le lâcher, malheureusement pour lui. Et tout va bien jusque la première année croche, c'est la mort de l'abbé Laster, qui va décéder en février 1897. Il faut savoir que l'abbé Laster, c'était la caution morale un peu du trio pour Boudet. Puisque l'abbé Laster était le descendant de celui qui avait sauvé
Notre-Dame de Marseille. C'était un érudit, c'est quelqu'un qui avait écrit des livres, donc il était un peu l'égal de Boudet. Et ils étaient surtout très amis avec Boudet, puisque j'ai découvert qu'en fait, c'est un aïeul aussi, mais on en reparlera, c'est un aïeul de Boudet qui avait sauvé Notre-Dame du Crau à la Révolution. Ce que le dénommé François Lasserre avait fait pour Notre-Dame de Marseille, en le sauvant de la destruction, en l'achetant comme bien national, il y avait un Antoine Boudet qui a fait exactement pareil pour Notre-Dame du Crau. Donc on comprend très bien que le jour où Godéric Mèche, en 1862, voit arriver un jeune prêtre qui s'appelle Boudet et qui est l'arrière-arrière-petit-neveu de celui qui a sauvé Notre-Dame du Crau, il ne peut l'accueillir qu'à bras ouverts. Et donc, on voit que dès que l'abbé Lasserre disparaît, en février 1897, voilà, février 1897, il y a un flottement. Ça ne se passe pas très bien, puisqu'il faut trouver un successeur. Je pense que Boudet s'oppose à ce que... Parce que Saunière, il faut savoir que Saunière, d'après ce que j'ai pu recomposer, lui, n'a jamais su que c'était sous Notre-Dame de Marseille. La preuve, c'est que dans certains de ses carnets, quand il décide de reprendre le trafic de mers, je vais vous expliquer pourquoi bien plus tard, il écrit à Notre-Dame de Marseille pour avoir des messes, c'est surréaliste. Ça prouve qu'il ne savait pas que ça venait sous Notre-Dame de Marseille. L'abbé Saunière allait à Allais-les-Bains, allait chercher les valises qu'avait ramenées Lasserre, il les ramenait à Allais. Et lui, après, il partait dans une quelconque direction qu'on lui avait indiquée. Et qu'y avait-il dans ses valises, il y avait plein d'objets précieux, il y avait sûrement des pierres précieuses, il y avait beaucoup de choses, tout ce qui peut constituer un trésor. L'histoire se répète de temps à autre dans les valises. Bien sûr. Les valises, c'est fait pour ça. Et il les prenait où, ces trésors, ces objets précieux? Sous Notre-Dame de Marseille. L'abbé Lasserre descendait sous Notre-Dame de Marseille, il les amenait à sa cure, Béranger Saunière venait les chercher, et c'est ce qui explique que Béranger Saunière, dans sa cure, à Rennes-les-Bains, puisqu'il ne pouvait rien cacher dans le presbytère, avait construit un bureau sur la source, enfin la fontaine, le réservoir de Rennes-le-Château. Et c'est ce qui explique que malheureusement, qu'en 1895, quand il y a eu un incendie, il avait refusé d'ouvrir sa porte, enfin il n'était pas là, donc ils ont été obligés de casser sa porte pour rentrer dans ce bureau, parce qu'on pense qu'il est évident que Saunière devait cacher là, en attendant de faire un voyage, il cachait les objets précieux dans ce bureau, puisque le presbytère étant ouvert à tout le monde, et en plus il y recevait la famille de Marie Desnarnaud, sa servante y vivait, il ne pouvait pas cacher des objets précieux dans le presbytère, donc il avait construit ce bureau à cet effet. Étonnant quand même. Hein. Belle histoire. Attends, je reviens à ces déplacements de Béranger Saunière. A-t-on retrouvé des reçus à la poste de Cuisa? Oui. Là, on a même des témoignages, on en parlait avec Claire Corbu et Antoine Gatti, il n'avait même pas le temps d'aller tout chercher, c'était même des gens des villages qui allaient chercher des fois. Ouais, il y en avait tellement, les mandats, que c'était souvent... Alors ça laissait un souvenir extraordinaire aux gens des villages, parce que quand vous les écoutez, ça c'est fabuleux, parce que par exemple, des gens comme Claire Corbu et Antoine Captier, que je salue s'ils m'écoutent, c'est la mémoire, c'est extraordinaire quand on les écoute, quoi. Donc il y avait même certaines fois des gens du village qui allaient pour le curé de Rennes-le-Château, aller chercher les mandats à la poste de Cuisa. Mais ça arrivait c'était des petites sommes, c'était toujours des petites sommes. Une messe, c'est un franc 50. Mais bon, c'est vrai que c'est l'illustration parfaite des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui. Parce que c'est effectivement, s'il en arrive qu'une de temps en temps, ça porte pas conséquence, mais comme il en arrivait des centaines, parfois en certains jours, ça fait déjà beaucoup d'argent. Est-ce que Béranger Saunière a commencé de construire son... Non, il avait prévu. Alors ça aussi, je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure, et j'espère qu'il y a des personnes... On peut le faire maintenant, hein. Ouais, sinon on va oublier. Oui, mais ça va être un peu... Il avait prévu, je pense qu'il avait prévu c'est sûrement pas lui d'ailleurs qui avait prévu la construction de son domaine. Et puisque ça, ce sont des découvertes relativement récentes, il semble que son domaine était prévu, fasse partie d'un plan d'ensemble depuis les années 1892 et 1893. Et bien sûr, derrière ça, on retrouve Boudet. Il semblerait que le domaine ait été prévu depuis les années 1892 et 1893. Et contrairement à ce qu'ont écrit certains auteurs, Béranger Saunière se serait préoccupé dès cette époque de racheter depuis 93, c'est-à-dire depuis qu'il a été mis dans l'association, enfin dans la combine, de racheter certains terrains, mais ça va arriver un peu plus tard, c'est-à-dire c'est les années 1897, 1898, 1899. Il va racheter petit à petit tout le haut du village et il va commencer la construction de son domaine. Donc on pense, je pensais, mais bon, ça aussi comment dire, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas tous les éléments encore. Donc moi je veux bien donner certaines pistes, mais elles ne sont pas pour le moment vérifiées. Je pensais dans un premier jet que c'était Monseigneur Billard qui avait laissé une forte somme d'argent à Saunière en remerciement, mais comme il se méfiait du personnage, parce que bon, entre-temps il y avait eu quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées, il était hors de question de lui laisser d'un seul coup
tout cet argent. Donc il avait nommé, il avait laissé cet argent à une sorte d'exécuteur testamentaire. Et quand Saunière avait besoin, il venait chercher l'argent. Et le domaine s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, il apparaît très très bien que le domaine se fait sans aucun souci financier. Et le seul souci financier, c'est que je pense que Saunière a été utilisé. Il a été utilisé, on y a fait construire ce domaine. Ce qui est étonnant, c'est que dans tous les papiers de Saunière, on ne retrouve aucun plan du domaine. Donc on peut penser que les plans, c'est quelqu'un d'autre qui les avait. Je crois qu'il faudrait chercher du côté de Caminade, qui était l'architecte. Surtout pas du côté d'Aillebotte, parce que certains l'ont fait, il n'était que l'entrepreneur. Et ce n'est pas lui qui avait la maîtrise de l'architecture du domaine, puisque ce domaine répond quand même semblerait répondre à certains critères très précis. Et quand il a besoin, il vient chercher, on le paye. Mais c'est par 10 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Ça lui permet de ne pas faire des excès dans sa vie de tous les jours, et ça lui permet de financer le domaine. Par contre, dès que le domaine est terminé, tout s'arrête. Et nous sommes en 1905. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Jean-Claude et puis bonsoir Franck Dafos. Bonsoir Jérôme. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec Franck Dafos sur des forums sous le pseudo de Flamadin. Oui, tout à fait. Si ça lui dit quelque chose. Je me souviens tout à fait, oui, bien sûr. Bon, il se trouve que vous avez parlé tout à l'heure des carnets de comptabilité Oui. de l'abbé qui ont été publiés par Octonovo. Oui. Et en disant que finalement on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais ces carnets, en fait, vont de pair avec des carnets de correspondance oui. Qui montrent que finalement les messes, elles n'arrivent pas comme ça. C'est bien Saunière qui démarche des congrégations et des curés à travers toute la France. Vous parlez de quelles années? Comment? Vous parlez de quelles années? Des années, des carnets en question, c'est-à-dire 1895 à 1915. Non, ça commence dans les années 1899, quand il démarche. C'est-à-dire que ça s'explique très facilement. En février 1897, la serre meurt. Ouais. Donc il y a un flottement, il ne sait pas trop ce qu'il va devenir, et il a l'idée, ça se passe entre 1897 et 98, et ça commence à prendre forme vraiment dans ces années-là. Il a l'idée de reprendre à son compte, et ensuite, Monseigneur Billard est hospitalisé à Prouille, il est impotent, la plupart du temps d'ailleurs, il n'est même pas conscient, il est très gravement malade, il va finir par mourir d'ailleurs. Et Saunière a l'idée de génie, puisqu'il était très approguin, il a l'idée de génie de réutiliser le système des messes, mais en faisant un trafic. Et j'ai mis longtemps à le comprendre, et pour ça, il va utiliser un truc qui est très très simple, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire passer des annonces, il va utiliser tout simplement des annuaires ecclésiastiques. Ouais, sûrement. Ouais. Voilà, parce que moi, je me souviens très bien que j'ai été élevé par des ecclésiastiques. J'étais à l'école Sainte-Barbe à Toulouse. S'il y a des anciennes écoles qui m'écoutent, je les salue. J'ai passé dans cette institution une douzaine d'années pensionnaires. Et donc, très souvent, à notre table, on voyait arriver des prêtres qui étaient de l'autre bout du monde, de l'autre bout de la France. Ils restaient 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et effectivement, il existait, et donc ça existait encore au XXe siècle, puis ce moment-là, je vous parle des années 60-70, il existait des annuaires ecclésiastiques qui faisaient que toutes les congrégations, toutes les écoles, tous les monastères, tout était répertorié. Et effectivement, un prêtre qui se déplaçait pouvait demander l'asile, l'hospitalité dans ces congrégations, ça ne lui coûtait rien. Et c'était effectivement à charge de revanche, bien entendu. Donc, il y avait une réelle volonté de la part des gens qui ont fait ces annuaires ecclésiastiques d'ouvrir tout ça, mais c'était réservé uniquement aux ecclésiastiques. Donc, je pense que Saunière a pris l'intitulé, a pris les adresses et il les écrivait, il les démarchait pour avoir des. Ouais. Et le trafic de messes qui est avéré, là je suis complètement informel, a débuté en ces années-là, puisque Saunière a compris que la période où il était rémunéré par Billard par des intentions de messe, entre parenthèses et bidons, où il a été favorisé, ou peut-être, ce n'était pour moi qu'une rémunération occulte, il va comprendre qu'il peut en tirer une source de revenus non négligeable. Et on voit très bien d'ailleurs qu'il écrit beaucoup,
c'est ce que prouvent ces carnets. Il fait beaucoup de demandes, et ça marche très bien. Il va commencer à mettre au point un système et tout, mais qui n'est quand même pas suffisant, puisqu'on voit que Saunière va faire aussi du trafic, enfin du trafic. Il va se lancer dans un négoce de vin, il va faire du trafic d'antiquité, il va faire du négoce de timbre. C'est pas suffisant. Ça n'arrive pas quand même, dans les premiers temps, et ça n'arrivera jamais d'ailleurs, à combler la rémunération occulte qu'il recevait de la part de Monseigneur Billard. Mais il est évident que à partir des années 1900, et donc encore plus complètement à partir de la mort de Monseigneur Billard en décembre 1901, il a eu l'intelligence, parce qu'il était quand même très opportuniste, ce brave Saunière, il a eu l'intelligence de tirer parti, c'est-à-dire on lui avait fait comprendre quelque chose, et lui, il en a tiré la quintessence. Il s'est dit, attendez, ça va pas s'arrêter comme ça, puisqu'on peut toucher des honoraires de messe, puisque moi, j'ai validé les quémandés, et peut-être pas intentionnellement, il a débuté sur un vrai trafic de messe. De toute manière, je vous l'ai dit, d'après les carnets que j'ai vus encore cette semaine, à partir de septembre 1893, les messes, il ne les dit plus. Donc c'est déjà un péché de simonie, qui est gravissime pour un prêtre. Alors je vais vous dire que ce soit des messes qu'on lui envoie ou des messes qu'il quémande, ça fait pas beaucoup de différence. Voilà. Mais par contre, les carnets de comptabilité, qui sont quand même très intéressants et qui peuvent nous apporter certains enseignements. Moi, je vais vous dire, j'étais chef d'entreprise pendant 25 ans, je suis assez bien placé pour savoir qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à une comptabilité. Et il y a quand même des choses surprenantes. Moi, j'ai émis l'hypothèse, mais bon, je ne suis pas assez fondé là-dedans et tout, j'ai mis l'hypothèse que ces carnets, ou du moins une partie de ces carnets, avaient pu être faits ou refaits à la demande du chanoine Huguet pendant le procès avec l'officialité de Carcassonne pour présenter un semblant de comptabilité. Mais bon, il ne s'en est jamais servi parce que... Voilà, à ce moment-là, ils les auraient présentés. Voilà, ouais, mais non, mais parce que même s'ils les avaient présentés, c'était accablant. Mais là aussi, on peut reparler de l'attitude de Boudet pendant ce procès. Je peux vous dire qu'au vu de ce que je sais, et au su de certaines choses qui sont dans ma possession, Béranger Saunière aurait pu terminer très rapidement le procès qui le liait à l'officialité de Carcassonne, parce qu'il avait des arguments. Il suffisait qu'il allait voir Monseigneur de Beauséjour, qui était donc le successeur de Monseigneur Billard, et qui lui a porté procès, et qui a réussi à le faire suspendre en divinis en décembre 1910. Il suffisait qu'elle aille lui rapporter quelles avaient été les actions et les agissements de son prédécesseur, pour que je pense que Monseigneur de Beauséjour se couche, entre guillemets, de suite, pour qu'il n'y ait pas de scandale au niveau de l'évêché de Carcassonne. Mais le problème, c'est que Béranger Saunière avait pour moi, et là aussi j'ai quelques éléments nouveaux depuis quelques jours, il avait une véritable épée de Damoclès sur la tête, et cette épée de Damoclès, c'est la mort du curé Gélis. Oui, alors par contre, on a souvent dit que c'était à partir de l'arrivée de Monseigneur de Beauséjour et à la mort de Billard que Saunière a commencé à avoir ses problèmes avec justement l'évêché. Oui. Or, il est déjà mis en garde sous l'épiscopat de Billard, tout à fait, au niveau de ses commandes de messe, parce qu'il y a des gens qui interrogent l'évêché. Bien sûr, par un vicaire général. Mais le problème, c'est que il faut faire les... Oui, non, mais je suis tout à fait au garant de ça. Il faut faire le distinguo entre Monseigneur Billard en tant qu'homme et qui fait une chose, qui surtout qui ne fait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a une activité, on ne peut pas dire occulte, mais une activité cachée pour le reste du diocèse, c'est-à-dire que lui, il exploite le dépôt sous Notre-Dame de Marseille et à titre personnel, et sa position d'évêque de Carcassonne, où si un vicaire général lui rapporte qu'il y a un prêtre qui se livre à certaines choses pas très normales dans le fin fond de la vallée de l'Aude, il va même tancer ce prêtre parce que c'est son rôle d'évêque. Mais enfin, souvenez-vous quand même que dans l'épisode du chamboulement des tombes de Rennes-le-Château en 1895, il y a quand même un truc qui est assez extraordinaire, puisqu'on sait que Saunière met tout le cimetière sans dessus-dessous. Moi, je pense qu'il recherchait certaines choses dans des tombes, il avait trouvé la crypte des seigneurs, il a subtilisé les bijoux qui étaient dedans, il referme tout, et c'est grâce à lui qu'on ne la retrouve pas d'ailleurs, parce que il a bien caché l'accès de la crypte des seigneurs, il a surtout piqué les bijoux qu'il y avait dedans, et il s'est aperçu qu'il était dans un village où il y avait un réel passé historique, et il s'est dit, attends, vu qu'il y a un réel passé historique, il doit y avoir autant dans le cimetière, et c'est pour ça que la nuit, accompagné de Marie, ils vont chambouler quelques tombes pour essayer de trouver d'autres objets précieux. Parce que Saunière a quand même été tout le temps à Proguin, ne l'oubliez pas, on a beaucoup de trucs, on voit que l'argent comptait, on a des courriers de lui personnels où ça ne fait aucun doute. L'argent, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie et qui pour lui est important. Et le problème de Saunière, c'est que quand la municipalité, quand les habitants de Rennes-le-Château vont porter plainte, il aurait pu avoir de très graves ennuis,
Parce que les plaintes ont été relayées par la mairie, et que fait la mairie à cette époque-là? Elle envoie des plaintes à la préfecture, bien sûr, qui est l'autorité laïque, mais elle envoie aussi, et ça on en est assuré, les plaintes à l'autorité épiscopale. Que fait la préfecture? Elle réagit mollement, et par contre, que fait l'évêché? Rien. Oui, En mais 1895, attendez, l'évêché ne fait rien. Ça, c'est quand même extraordinaire. non, mais Parce- c'est pour ça qu'on peut s'interroger aussi sur le motif de ces plaintes, parce que si on parle de profanation de sépulture, à mon avis, les ennuis les aurait eu immédiatement, quoi. Si véritablement des gens l'avaient surpris à... Ah non, mais attendez, il n'y a aucun doute sur la profanation des sépultures. Hein. Ah Alors si, là... quand même. Ah non, 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 non. Alors là, vous avez quand même, il y a quand même, il existe des gens qui sont vivants et qui ont entendu parler par leurs grands-parents et par le truc. Là, il n'y a aucun doute sur les chamboulements et les profanations des sépultures de Saunière. Hein. Là, aucun doute. Hein. Comment? Alors, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Hein. Ouais. Aucun doute sur la profanation. Attendez, il y a encore des gens qui sont vivants à Rennes-le-Château. Vous avez des mémoires vivantes qui ont entendu parler leurs parents, leurs grands-parents, où ça a fait assez de bruit à l'époque. Hein. Attendez, ne croyez pas qu'il a. Alors là aussi, on me dit, j'avais répondu sur ça. Ça ne paraît pas clair dans les plaintes de la mairie. On parle pas il n'y a pas de profanation de sépulture dans les plaintes de la mairie. Oui, mais parce qu'ils ont utilisé, attendez, la Il y a mairie des était... déterrements, peut-être de croix, de choses comme ça. Oui, on était en 1895, ça fait longtemps ça fait déjà 2 ou 3 ans que Saunière dispose de certains moyens financiers confortables, qu'il a remboursé la mairie, il est en plein travaux pour refaire l'église, ce que ne permet pas les subsides de la municipalité ni du conseil de fabrique. On peut tout à fait penser, bon, il est quand même chez lui, les élus, il les connaît tous, le maire et tout, donc on peut penser qu'ils ne vont pas l'attaquer de front et qu'ils vont utiliser un vocabulaire un peu choisi quand même. Donc, mais en fait, il y a quand même plainte. Hein. Ils sont obligés de relayer les plaintes de la population. Mais quand on me parle que Saunière recherchait en fait dans les villages une entrée de la crypte, le problème c'est qu'il aurait pu rechercher une entrée de la crypte entre les tombes, dans les allées. Or, là, il est prouvé, et on a des témoignages qu'il remue certaines sépultures. C'est ça qui provoque la colère des gens. Attendez, il a ouvert des tombes. Là, il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Donc, en partie de là, on peut considérer qu'il était à Proguin et que... Mais par contre, ce qui est tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que Monseigneur Billard ne prend aucune sanction. Donc, il est tout à fait clair qu'en 1895, Monseigneur Billard le protège. Voilà. Il faut d'abord arriver à la mort de l'abbé Boudet. Oui. L'abbé Boudet meurt pendant la guerre de 14 et 18. Il meurt le 15 mars 1915. Il meurt dans sa belle famille, c'est-à-dire dans la famille en fait de l'épouse de son frère, qui était mort quelques années avant, Edmond Boudet, qui était notaire à Axat. Et il meurt dans les bras de l'épouse de la veuve de son frère, qui s'appelle Céleste Boudet. Or, Céleste Boudet, nous sommes en pleine guerre de 14, souvenons-nous, c'est très important. Céleste Boudet avait un neveu qui s'appelait Émile Sorel, qu'elle chérissait et qui était au front. Donc, comme à l'époque, ils tombaient tous comme des mouches, c'est vrai qu'elle se faisait le plus grand souci pour son neveu. Et Boudet, à sa mort, il est tout seul donc avec Céleste Boudet, avec sa belle-sœur, va lui faire certaines révélations. Céleste Boudet, de suite après l'enterrement de son beau-frère, de l'abbé Boudet, va à l'évêché de Carcassonne. Elle force la porte de l'évêque, de Monseigneur de Beauséjour, et elle lui semblerait qu'elle lui met un marché en main. Elle lui demande d'intervenir auprès de l'autorité militaire pour que son neveu, Émile Sorel, soit rappelé du front. Et chose extraordinaire, mais là on a toute la chronologie, on a tout vérifié, ça je peux vous dire que c'est authentique, c'est une histoire fabuleuse. Chose extraordinaire, 8 jours après, Émile Sorel revient du front, et il est muté à la surveillance d'une usine hydroélectrique à 3 km d'Axat, c'est-à-dire chez lui, qui n'intéresse personne et qui ne fonctionne même pas. Ça va devenir un des plus beaux planqués de la guerre de 14. Donc, ça lui sauve la vie, bien entendu, parce que la plupart, vous savez, dans les tranchées, ils sont restés. Et ce qui est fabuleux, c'est que quelques années plus tard, Émile Sorel, qui avait repris l'exploitation de l'hôtel de ses parents, l'hôtel Labat Sorel à Axat, puis il l'avait transformé en épicerie, avait une affaire florissante et tout, décide, bon, pour des arrangements familiaux, sa tante était toute seule, elle décide de lui vendre sa maison, elle lui vend sa maison 60 000 francs. 60 000 francs de l'époque, c'est l'équivalent d'à peu près entre j'allais dire, 120 et 150 000 euros de maintenant, donc quand même une belle somme. Et à l'époque, on payait ça en beau billet de banque, puisque le chéquier n'avait pas cours comme maintenant.
Et elle vend cette maison à son neveu, et un jour son neveu lui dit, mais attends Tantine, tu vas pas garder cet argent, c'est toi au fond de la commode, il faut que moi j'ai un coffre à l'hôtel, on va mettre cet argent dans le coffre et tout. Il dit, non mais ta tante, il dit, attends, l'argent, il y a longtemps que je l'ai plus, je l'ai donné à l'abbé Boyer, qui est curé d'Axat. Comment? Que tu as donné? Mais attends, mais t'es folle. Donc, Émile Sorel va trouver le prêtre d'Axat, violente discussion, il paraît que même ça a été plus que violent. Et dans l'Algarade, encore quand je dis l'Algarade, je suis gentil, parce qu'il semblerait qu'il soit passé autre chose, parce qu'il semblerait qu'ils en soient même venus aux mains. L'abbé Boyer lui avoue que s'il est vivant, il doit sa vie sauve à l'église. Et il lui raconte l'histoire de Céleste Boudet, qui est allé faire chanter l'évêque de Carcassonne, ce que lui a révélé Céleste Boudet en confession. Ça, c'est déjà surprenant, parce que c'est quand même un prêtre qui trahit le secret de la confession. Et donc, lui, il s'est considéré comme le réel récipiendaire de la dette de Céleste Boudet, c'est-à-dire qu'il a fait donner l'argent de la maison de Céleste Boudet à l'église. En fait, il s'est gardé pour lui. Donc, il a pris cet argent, et le plus fort, c'est qu'au lendemain de cette algarade, Émile Sorel va demander des explications. Alors ça, écoutez bien, parce que ça va vous rappeler une autre histoire, c'est assez marrant quand même. Au lendemain de cette algarade, il va trouver sa tante qui lui explique et qui lui confirme effectivement tout. L'abbé Boyer disparaît sans laisser de traces. C'est-à-dire qu'il plie son sac du jour au lendemain. Bien sûr, il n'oublie pas de mettre les billets de la tante Boudet au fond du sac. Et il disparaît, et on n'a plus jamais eu affaire à l'abbé Boyer dans la région. Plus personne ne l'a jamais revu. Il a été porté disparu. Ça, c'est déjà une belle histoire. Mais cette histoire va surtout initier une autre histoire. C'est-à-dire que Monseigneur de Beauséjour, qui était loin d'être un imbécile, je peux vous dire, et qui était un évêque extraordinaire, et qui était issu d'une famille très rigoriste, et qui a remis de l'ordre dans l'évêché de Carcassonne, il a commencé à être un peu énervé par tous ces prêtres de cette région-là. Alors c'est vrai qu'il a retrouvé, il savait qu'il y avait eu un mort, qu'il y en avait un qui avait été tué, Gélis, Boudet, bon, alors celui-là on y amène, ça se passe mal, on l'a fait chanter, il est obligé de céder, donc ça prouve que quand même Boudet avait de part devant lui certaines informations ou certains renseignements qui ont fait piller l'évêché de Carcassonne. Et ensuite, c'est Béranger Saunière qui meurt 2 ans après, en 1917. Mais bon, nous sommes pendant la guerre de 14. Il a quand même d'autres chats à fouetter. Mais par contre, chose étonnante, et ça, j'ai appris ça par une vieille dame du coin, mais je ne révélerai pas le nom de cet ecclésiastique, parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire, mais c'est pour vous expliquer la chronologie de ce qui s'est passé. Vous allez voir que c'est assez marrant. Un jour, va sortir du séminaire un jeune prêtre qui est loin d'être idiot, qui est issu d'une belle famille du pays, donc très honorablement connu, et qui surtout, nous sommes dans les années 1925-1930, et qui a été l'enfant de cœur de Boudet. Donc, Monseigneur de Beauséjour comprend de suite quel parti il peut tirer de cet élément, et il va se l'attacher comme secrétaire particulier de suite, dès qu'il sort des séminaires. Et c'est ce qui est tous les papiers, toutes les archives qu'ont pu avoir tous les prêtres de la région qui ont touché de près ou de loin à cette histoire. Donc il soupçonnait quelque chose. Tout à fait. Ouais, Mais de Monseigneur de Beauséjour, oui, tout à fait. Donc c'est ce prêtre qui va recueillir la plupart des archives de Boudet. Il va recueillir les archives de Gélis. Il va faire un petit tour par Notre-Dame de Marseille, et où on va lui remettre beaucoup de choses, puisqu'il faut savoir que les lazaristes ont quitté Notre-Dame de Marseille en 1905 et sont revenus à cause de la loi de séparation de l'Église de l'État, dont vous avez entendu parler bien sûr, et ils sont revenus dans les années 1920. Et alors, ce qui est marrant, c'est de voir que c'est à partir de 1905 que Béranger Saunière va avoir des ennuis d'argent, puisque c'est fin 1905 qu'il ne pourra pas honorer la facture de son ébéniste qui a fait la bibliothèque de la Tour. C'est les premières anicroches dans la vie financière de Béranger Saunière. Il ne peut pas honorer une facture, c'est la première fois que ça y arrive. Ça prouve qu'à partir de 1905, il y a eu une coupure. Bon, ceci étant dit, ce brave prêtre du diocèse de Carcassonne fait le tour et il ramène tout un dossier qui est fabuleux, parce qu'à l'intérieur, il y a surtout ce que j'appelle moi le fonds Boudet. Et à l'intérieur de ce fonds Boudet, il y a bien sûr tous les documents que Gasc a laissés à Boudet. Donc dedans, vous avez les parchemins, vous avez le décryptage des parchemins, où il y a bergère, pas de tentation, etc. Vous avez des textes comme le serpent rouge, vous avez plein de choses et d'autres. Et ce fonds de documents, eh bien écoutez, il va s'endormir dans un coin de l'évêché de Carcassonne, parce qu'en 1930, Monseigneur de Beauséjour meurt, son successeur, qui a d'autres chats à fouetter, ne s'intéresse pas vraiment, il n'est même pas au courant de cette histoire de curé farceur de l'Aude. Donc ça va dormir dans une certaine armoire métallique de l'évêché.
Mais dans les années 1950, ce brave ecclésiastique, qui entre-temps a fait une carrière assez sympathique comme ecclésiastique, va se réveiller un peu. Et comme il s'était passionné pour cette affaire, il va reprendre contact avec le propriétaire du domaine de Saunière, qui est Noël Corbu, qui a racheté un viager à la fin des années 1940, c'est-à-dire en 1946, enfin, le domaine de Saunière, à Marie Desnarnaud, sa servante, qui avait été sa légataire universelle. Et ils vont sympathiser, et on verra très souvent d'ailleurs cet ecclésiastique monter au domaine de Rennes-le-Château, et on verra très souvent Noël Corbu aller lui rendre visite à l'évêché de Carcassonne. Et cet ecclésiastique va, 20 ans après, puisque nous sommes dans les années 55 par là, même 53, puisqu'on a un texte qui date de 1953, va se prendre d'amitié pour Noël Corbu, et comme bon, il a beaucoup d'obligations du fait de sa vie sacerdotale ecclésiastique, il va un jour considérer que le dossier qu'il a entre les mains, qui sont les archives de Boudet, de quelques ecclésiastiques du coin, mais en fait principalement de Boudet, sont en fait, le vrai héritier de ces archives est en fait Noël Corbu, puisqu'il habite le domaine de Saunière, il se passionne pour Saunière et tout, et cet ecclésiastique pense qu'il y a quelque chose à Rennes-le-Château, mais il ne sait pas vraiment quoi, il ne sait pas si c'est une histoire au trésor et tout, donc il va lui remettre tous ces documents. Ah oui, c'est fantastique. Donc on sait où ils sont accessibles. Attendez, j'ai pas fini, vous allez voir, parce que l'histoire, elle a connu quelques petits rebondissements. Ah oui. Et nous sommes dans les années 1950, et dans les années 1950, vers 1956, mais plutôt vers 1958, 1960, il y a un personnage qui rôde dans la région, et Descadellas, qui est le conservateur à chef des archives de Carcassonne, le décrit comme côteleux, comme falot, comme un peu hypocrite, enfin on voit qu'il le porte pas dans son cœur. Et ce monsieur, il a un nom, il s'appelle Pierre Plantard. D'accord, ah oui, d'accord, voilà. Ça y est, on fait Pierre Plantard monte à Rennes-le-Château, et ce brave Noël Corbu qui se débat dans les affres financières, puisqu'il est toujours en train d'essayer de monter son hôtel-restaurant, de faire venir du monde et tout, c'est vrai que Noël Corbu montre les documents à tout le monde, il s'en fait voler, je veux dire, on sait par exemple que certains carnets ont été volés à cette époque-là, dont on a retrouvé la trace il n'y a pas longtemps. Et un jour, suivant Pierre Plantard, qui on le sait a eu un parcours un peu trouble, un peu étonnant, sans qu'il sous roche, et Pierre Plantard va racheter ce dossier, mais pour une misère, je vous rassure, pour quelqu'un. Il rachète ce dossier à Noël Corbu. Et l'histoire moderne de Rennes-le-Château va repartir de là. C'est-à-dire que Pierre Plantard et un garçon qui s'appelle Philippe de Cherizet, authentique aristocrate, marquis qui plus est, vont avoir ce dossier entre les mains, mais ne vont rien y comprendre. Alors ce dossier comprenait beaucoup de choses, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ce dossier notamment concernait des éléments sur Notre-Dame de Marseille dont ils n'ont pas compris. Mais ça, on aura peut-être la solution d'ici la fin de l'été, parce que là, je vous réserve aussi quelques belles surprises. Voilà. Et ils ne comprennent rien à ce dossier, ils vont y passer des mois dessus, des nuits, tout ce que vous voulez et tout, mais il faut savoir qu'ils ont les documents, qui n'étaient pas au nombre de 2, mais qui n'étaient au nombre de 4, les fameux parchemins. Ils ont la transcription de ces documents, ils ont tout le décodage, mais ils ne comprennent rien, donc ils perdent beaucoup de temps, et ils vont contacter un écrivain de talent, qui est Gérard de Seine, dont Pierre Plantard avait connu à la suite de l'histoire de Gisors, les Templiers sont parmi nous. Gérard de Seine était un journaliste qui écrivait pour un journal qui s'appelait Ici Paris, mais qui n'est pas le même que maintenant, qui n'avait pas la connotation people. C'était un journal qui tirait quand même à peu près à pas loin d'1 million d'exemplaires, donc c'était quand même un truc extraordinaire. Et il avait écrit des articles sur Gisors. Pierre Plantard le contacte et puis il décide de lui amener certains éléments. Pierre Plantard voulait avec quelques prétentions, on a vu lesquelles ensuite. Et donc Pierre Plantard va connaître Gérard de Seine et il décide de refaire appel à Gérard de Seine au début des années 1960. Et ils vont lui donner tous ces documents en le chargeant de créer une histoire, parce qu'en fait ils ne comprennent rien à ces documents. Et l'idée qu'ils ont, c'est qu'en lançant cette histoire dans le public, il y a quelqu'un qui va sortir du bois et qui va leur dire « Mais attendez, vous n'avez rien compris, l'histoire c'est ça ». Et donc, Gérard de Seine, avec le talent qu'on lui connaît, va écrire L'Or de Rennes, qui est une histoire fabuleuse, j'en ai déjà parlé, que moi je relis toujours avec plaisir, avec un réel talent de conteur, mais le problème c'est que, comme il n'y comprenne rien, il va prendre certains éléments qu'il comprend, et d'autres qu'il ne comprend pas, et avec tout ça, il va faire un amalgame, et il va surtout raconter une belle histoire. Mais l'erreur qu'il va faire, c'est qu'il va poser Béranger Saunière comme le pilier de cette histoire, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui a envoyé 2 générations de chercheurs sur des fausses pistes. Mais ce qu'il y a de marrant,
c'est qu'au point où j'en suis maintenant de mes recherches, on s'aperçoit que dans le livre L'Or de Rennes de Gérard de Sède, et je suis formel, il y a tout, je dis bien il y a tout, et je voudrais que tout le monde m'écoute, il y a tout pour arriver à la première cache du baron de Poule. Mais ils ne l'ont pas compris. Et le livre sort, avec le succès qu'on lui connaît, et dans l'ombre de Chérizet et Plantard, voit qu'il ne se passe rien, donc ils sont obligés de monter au créneau. Et Plantard, qui est un mythomane, va créer l'histoire de Prieuré de Sion pour asseoir des prétendus, comment dirais-je, il voulait se voir héritier du roi de France. En fait, le problème de Plantard, c'est qu'il ne venait nulle part, et il était entouré de Philippe Chérizet, qui était un authentique aristocrate, et de Gérard de Sède, qui était lui aussi, Gérard de Sède de Lioux, qui je crois était comte ou baron, était un authentique aristocrate. Donc, comme c'était un malade, Pierre Plantard, il a dit, attendez, vous êtes des aristocrates, moi je vais être fils de roi. Et il a monté toute cette histoire qui est partie sur un canular de Prieuré de Sion, mais avec un génie qu'il faut lui reconnaître. Son grand génie, ça a été de piocher sur 1000 ans de l'histoire de France des personnages charismatiques pour les transformer en grands maîtres d'un supposé Prieuré de Sion, qui avait caché ses archives dans la région de Rennes-le-Château, avec le fameux trésor de Saunière, et qui, une fois que ces documents seraient révélés, prouverait que lui, Pierre Plantard, donc il en a profité pour se mettre une particule, Pierre Plantard de Saint-Clair, était le véritable le véritable successeur des rois de France et de la dynastie mérovingienne. Voilà l'histoire de Rennes-le-Château telle qu'elle s'est passée à l'époque. Mais qu'est-ce qui lui prend de crypter les statues, les bâtiments, la tour Magdala, etc. Saunière, de par lui-même, n'a rien crypté. Il n'a rien crypté. L'église a été cryptée par Boudet d'une façon extrêmement intelligente. Même si les factures, et j'ai eu entre les mains, par exemple, il y a un truc qui est très étonnant, même si j'ai eu entre les mains, il y a la semaine dernière, le devis et le marché qui a été passé entre Béranger Saunière nominativement et Giscard, on a quand même quelques points d'interrogation. Alors Giscard, ce n'est pas notre ancien président de la République. Hein. Giscard, c'est un statuaire de Toulouse. Qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Oui, l'héritier est décédé il y a quelques mois, le dernier de la lignée. C'était des gens qui avaient installé une manufacture à Toulouse et qui fabriquaient tous les objets de culte et qui avaient pour mission de meubler et toutes les églises, donc étaient spécialisées dans toute cette décoration saint-sulpicienne qu'on a appelée ensuite par la suite du 19e siècle. Et on s'aperçoit que dans ce fameux devis, et dans c'est plus qu'un devis puisque c'est un bon de commande, on dirait de nos jours tout, on voit par exemple quelques éléments étonnants. Giscard par exemple il fait le descriptif bien sûr de toutes les statues, du chemin de croix, de tout ce qui tue, donc c'est quelque chose qui date de 1600, la commande date de 1696, c'est-à-dire que comme par hasard, Boudet reprend les travaux de l'église quand à partir du moment où comment dirais-je, la parenthèse Notre-Dame de Marseille est refermée. Donc il reprend et il termine la décoration de l'église de Saunière. Et on voit donc dans les papiers, dans le bon de commande de Giscard, apparaître tout le nom des statues, et on voit notamment Saint-Antoine, qui est présenté comme le deuxième patron de la commune, de la paroisse, de l'église. La première patronne étant bien sûr Marie-Madeleine. Or ça c'est totalement faux. Saint-Antoine Ermite n'a jamais été le patron de la paroisse. Mais il apparaît que c'était un code entre Giscard et Boudet, puisque Boudet devait superviser bien sûr toutes les factures et toutes les commandes, et c'était pour attirer l'attention de Boudet sur le fait que Giscard allait bien prendre en compte les desiderata de la commande de Boudet, et allait fabriquer un Saint-Antoine tout à fait spécifique. Une commande spéciale. Boudet, à son habitude, a fait très simplement. Il a pris ce qui existait, il a pris le catalogue de Giscard, il a demandé certaines modifications qui sont minimes. Sur le chemin de croix, par exemple, on sait lesquelles c'est. Puisqu'on a eu la chance de découvrir, on sait qu'il existe un chemin de croix qui est antérieur, qui reprend exactement les mêmes motifs, puisque dans le catalogue de Giscard, on choisissait le chemin de croix, on choisissait l'entourage et tout. Donc celui-là, vous l'avez à Rocamadour. Alors la différence du chemin de croix de Rocamadour avec Rennes-le-Château, il ne porte que sur 3 stations. La 10e, la 12e et la 14e. Donc je me suis attaché à essayer de comprendre ces 3 stations. J'ai eu le bonheur entre-temps de trouver d'autres chemins de croix qui sont exactement similaires, je dis bien exactement similaires à celui de Rennes-le-Château, mais où sur ces 3 stations, on trouve des petits détails différents. Alors ces détails, je vais vous les livrer. C'est sur la station 10, c'est bien sûr les dés qui sont grossis. La station 10, c'est Jésus est dépouillé de tous ses vêtements. Voilà, et c'est surtout un légionnaire romain qui joue les vêtements du Christ au dé. Il y a 3 dés qui laissent apparaître 3 dés. Il n'y a pas 2 dés, comme a dit Gérard de Sède, il y a 3 dés qui laissent apparaître le 3, le 4 et le 5, que personne n'avait compris jusqu'à maintenant.
La station 12, vous voyez la Vierge Marie. Enfin, moi, je pense que c'est la Vierge Marie, mais ça peut être Saint-Jean, puisque quand on suit le coloriage, enfin, la peinture, c'est pas évident de savoir laquelle c'est. Mais bon, je pense que c'est la Vierge Marie. Elle tient un livre, elle présente un livre. Chose curieuse, elle présente ce livre par la tranche. On va voir que c'est très important, parce que c'est ce qui permet de décoder les autres stations. Et elle le tient dans la main gauche. Dans la main gauche, voilà. Et elle le présente par la tranche. C'est-à-dire que quand on ouvre ce livre, c'est bien sûr le livre de Boudet. Et le livre de Boudet, la Verlangue celtique, a en fin de livre une carte pliée en 4. Ce qui veut dire que si on présente le livre à l'envers par la tranche, si on l'ouvre, on tombe sur la carte, obligatoirement. C'est donc une invitation à nous servir de repère cartographique. Donc, la station 14, on voit plusieurs personnages, dont 2 personnages rentrent le Christ dans le tombeau. Ça, c'est classique, puisqu'on doit suivre les 14 stations du chemin de croix. Mais ces 2 personnages sont extrêmement intéressants, puisqu'il y a un des personnages qui est en fait un des bergers qui est sur le tombeau, le tableau, du tombeau d'Arcadie, c'est celui qui lit l'inscription de Poussin. Et ça réfère à la page 301 du livre de Boudet, je cite de tête, Érimante, montagne d'Arcadie, est lié au sanglier. Enfin, Boudet, le plus grand mal, a lié le sanglier. Il faut se souvenir que le sanglier, c'est les signes iconographiques de Saint-Antoine-Ermite, avec l'Arcadie, donc le tableau des bergers de Poussin. Et le deuxième personnage qu'on voit de face, qui rentre... Celui qui tient le Christ par sur les aisselles, voilà. C'est le sosie. C'est le sosie du Saint-Antoine, de la statue Saint-Antoine de Galamis, donc c'est le Père Échiron. Donc là, si vous prenez, comme on sait que la station 12, le livre nous donne l'indication de nous servir de repère cartographique, on prend une carte de la région, je précise une carte du 19e siècle, parce qu'effectivement, elles étaient un peu moins précises que maintenant, ça marche très bien avec une carte du 19e siècle, c'est un poil moins précis avec les cartes d'état-major du 20e siècle, bien entendu. Alors si on prend une carte de la région, qu'on trace un trait, on prend comme point Saint-Antoine de Galamus, on passe au tombeau des Pontils, où il se situe, et je reparlerai du tombeau des Pontils tout à l'heure, sur la route entre Serres et Arques, on tire tout droit, on tombe sur Notre-Dame de Marseille. Voilà. La station 10, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que j'ai eu le bonheur, certains le savent, j'ai eu le bonheur dans une vie passée, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, de faire pas mal de courses de voiture. J'ai fait plusieurs Paris-Dakar, donc j'ai l'habitude de naviguer au Cap, en voiture, je précise. J'ai appris à naviguer au Cap, donc je sais ce que c'est qu'un Cap, et il m'est venu l'idée tout d'un coup que 345, ça pourrait être le Cap 345. Alors pour expliquer ce que c'est, il faut savoir que l'horizon se divise en 360 degrés, avec 360 degrés au nord, 180 degrés au sud, bien sûr 90 degrés à l'est et 270 degrés au nord. Et donc quand on indique une direction, nous on se trouve au centre de ce cercle, et si par exemple on dit plein sud, c'est le cap 180 degrés, et donc là si on se place en l'église de Rennes-le-Château, qu'on tire un cap 345, on va coupler la droite qui était formée par le tombeau des Pontils et l'ermitage Saint-Antoine de Galamis, juste sur Notre-Dame de Marseille. Voilà comment Boudet s'est servi de Giscard pour coder son message. Alors, chose extraordinaire... Autre précision, Franck Dafos, comment se fait-il que celui qui porte le Christ sous les aisselles a les mêmes vêtements que l'on retrouve dans le chemin de croix, avant que le Christ ne soit mis au tombeau? Ah non, ça c'est le... On retrouve le bleu et le rouge. Oui, alors ça c'est le chemin de croix de Notre-Dame de Marseille. Notre-Dame de Marseille, voilà, oui. Tandis que là on parlait du chemin de croix... Ah, pardonne-moi. Voilà, parce qu'il faut savoir que Boudet n'a fait que reprendre la méthode de son père spirituel, c'est-à-dire Gasque. Gasque a codé Notre-Dame de Marseille, il a fait faire un chemin de croix particulier qui explique, mais très clairement quand on l'a compris, le cheminement du trésor de la cache du baron d'Oppoul en 1666 jusqu'à Notre-Dame de Marseille. C'est extrêmement clair. Et la 14e station se termine par 2 Christ. Là, c'est incontestable. Je peux vous dire que là, il n'y a personne qui me le conteste. Ça veut tout simplement dire que pour un même trésor, le Christ étant censé représenter, c'est le même, Boudet a repris la même méthode. Dans le chemin de croix de Rennes-le-Château, le Christ représente le trésor. Voilà. Sauf que pour la première cache, il faut que le Christ au début représente le chercheur, c'est-à-dire qu'il faut que le trésor soit constitué avant qu'on le trouve. Et une fois qu'il a été trouvé, on l'a trouvé. Et donc là, ça explique le déménagement. Et Gasque a fait comme ça. Le Christ représente le trésor qu'on a déménagé de Rennes-les-Bains jusqu'à Notre-Dame de Marseille. Donc la 14e station, qui est l'aboutissement de Notre-Dame de Marseille, si vous avez 2 Christ, parce qu'effectivement il y a 2 Christ, ça c'est extraordinaire, quand je me suis aperçu de ça, c'était quand même un petit moment de bonheur, ça explique qu'il y a 2 caches pour un même trésor. Ce qui a laissé à certains, sans nommer qui que ce soit, l'idée, l'hypothèse que le corps du Christ serait à Rennes-les-Bains. Bon, fait ça, moi, il n'y a rien je leur laisse entière responsabilité de tout ça. Moi, il n'y a rien dans toute ma quête, dans toutes mes recherches qui me fasse dire que le corps du Christ
repose dans la région. Je sais qu'on parle beaucoup du corps du Christ. Et de Marie-Madeleine. Et de Marie-Madeleine. Moi, il n'y a absolument rien de tout ça dans l'étude. Maintenant, moi, je sais que c'est des gens qui sont très compétents, qui connaissent très bien leur sujet. Je pense par exemple à Pierre Sylvain, que je salue. Que j'ai reçu ici aussi, que je salue aussi s'il nous écoute. Tout à fait, qui est un fin connaisseur de l'histoire de Rennes. Mais bon, lui, il a fait une recherche beaucoup plus avancée, qui est basée sur toutes les recherches sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament particulièrement, qui connaît parfaitement. J'avoue que je ne suis pas qualifié pour lui porter la contradiction là-dessus. Il est beaucoup plus féru de tout ça que moi. Mais bon, il a fait sa recherche, elle est totalement respectable. Il est arrivé à des conclusions qui sont extrêmement pertinentes. Mais bon, moi, dans ma recherche, moi, je le dis pour être très clair, moi, je me cantonne à la période 1645. 1915, 1917 si vous voulez, Saunière, la mort de Saunière. Ce qui n'avait pas été vraiment fait, mis à plat. Non, là je pense que tout le monde a sauté à pieds joints. Alors ce qui est intéressant pour terminer, on va parler après des parchemins, dans le cryptage de la 14e chemin du chemin de croix de Rennes-le-Château, c'est que d'abord, on y retrouve deux choses à l'intérieur. Les deux personnages, on retrouve le personnage des bergers d'Arcadie, ce qui prouve que Boudet connaissait le tableau de Poussin, et on retrouve un Saint-Antoine ermite. C'est les deux personnages qui portent le Christ, donc qui portent le trésor. Donc ça prouve que Boudet connaissait un certain tableau de David Tenier le Jeune. Là, Boudet est en train de nous expliquer que Poussin et Tenier vont nous faire retrouver la première cache du trésor de Rennes. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le secret que livrent les parchemins, qui ont sûrement été créés par Gasque, son maître à penser. Donc ça prouve que que Boudet avait connaissance des parchemins. Ça prouve que les parchemins venaient réédités par Plante d'Art, venaient effectivement de du fonds Boudet. Alors autre chose, pour comprendre le codage de la 14e chanson du Semaine de Croix, il faut savoir que le tombeau des Poltis, tel qu'on le connaît, n'a été construit qu'en 1903 par Bourrel, un maçon de Rennes-les-Bains, sur un terrain qui appartenait à la famille Galinier, mais bien sûr a été financé par Boudet, puisqu'il le fallait absolument à cet endroit pour que son alignement marche. Et ce qui est fascinant, c'est que Boudet a attendu 1903, alors que l'église de Rennes-le-Château est terminée en 1897, parce qu'il voulait être absolument sûr que Monseigneur Billard n'ait rien révélé à Béranger Saunière. Et une fois qu'il a été sûr de ça, il a pu terminer son codage. Alors, au sujet du tombeau des Pontis, c'est un truc qui est aussi extraordinaire, parce qu'on voit que dans le bouquin de Gérard de Sède, et là c'est pour parler des parchemins, on voit que les parchemins sont authentiques, puisque Gérard de Sède parle du Poussin et du Tenier qui fait acheter en copie avec un tableau de Saint-Célestin V, qui n'a absolument rien compris. Je peux vous dire que Célestin, il est important dans la compréhension de tout ça, mais pas comme les gens le croient. Et il parle de Poussin et de Tenier pour, justement, il dit que c'est Saunière qui les a achetés à Saint-Sulpice, où il n'y est jamais allé. Mais s'il en parle, ça prouve que de Sède avait entre ses mains le résultat du décryptage. Il avait la fameuse phrase poussière, bergère, pas de tentation que Poussin, etc., etc. Et ça, c'est clair. Pour la simple et bonne raison que, en 1967, quand est sorti l'or de Rennes, Gérard de Sède ignorait tout du tombeau des Pontis. Il n'en a eu connaissance que 4 ans après, puisque c'est un vieux chercheur de la région de Rennes, Jean Pelé, qui a découvert ce tombeau en 1971 et qui en a amené la connaissance à Gérard de Sède. Et c'est d'ailleurs pour le remercier, Gérard de Sède a signé conjointement un article avec Jean Pelé, et il y a laissé d'ailleurs la préséance, puisque c'est signé Jean Pelé, Gérard de Sède, dans le Grand Albert de juillet-août 1971 ou 1972, où il révèle la découverte de ce tombeau. Donc je veux dire là, ça nous permet d'authentifier les parchemins. Il n'y a aucun doute, on sait que Gérard de Sède avait, lors de l'écriture de l'or de Rennes, les parchemins en main, et surtout, il avait le décryptage des parchemins. Ça, c'était un point qui était important. Mais les parchemins sont bien sûr authentiques. Ils ont été très légèrement modifiés par Philippe de Cerizay pour arranger les petites manipulations de Plante d'Art. Ils sont composés de ceux qu'on connaît, qui sont publiés d'un grand parchemin qui est associé avec la dalle de la marquise de Blanchefort, qui aurait été enterrée à Rennes-le-Château à la fin avant la Révolution française. Le décryptage est connu, c'est toujours la fameuse phrase. Et puis ensuite le petit parchemin dont on vient de retrouver la base, puisque c'est ce qu'on appelle le Codex Bézaïe, qui est une retranscription d'un passage de la Bible qui est très important et qui a été codifié par Théodore Bézaïe au XVIe siècle, qu'il a emporté ensuite en Angleterre et qui a été redécouvert, et on sait qu'il a été publié à partir des années 1864 et plus précisément ensuite 1895-1899. Alors ça nous ouvre une piste fabuleuse,
parce que on a justement, là, c'est quelques réflexions qui sont un peu plus tardives que la sortie du livre. Il semblerait que, si vous voulez, tout ce dont j'ai parlé avant existait, certains parchemins, le tableau de Teniers, le tableau de Poussin, mais comme tout ça devenait quand même sérieusement compliqué, il semblerait que quelqu'un ait voulu remettre tout en ordre et créer un système qui permette de tout comprendre. Et ce système de tout comprendre, qui permet de tout comprendre, c'est bien sûr les parchemins assortis avec ce petit parchemin, le Codex Bézaïe, mais qui doit être plus tardive, qui d'après moi doit dater. Alors en fait, on a une fourchette qui est relativement précise, puisqu'il doit dater entre 1895 et 1905. Voilà un pas de plus qui, je crois, est franchi dans la compréhension de certaines énigmes de l'histoire de Rennes. Une idée de l'argent dépensé par Béranger Saunière et tous les autres. Béranger Saunière, on peut estimer son domaine. Hein. On sait que, bon, c'est quand même, il y en a. Moi, je suis un ancien. J'ai plus de facilité à parler en francs, mais si je fais le truc en euros, on peut parler de 450 000 à 500 000 euros pour financer le domaine, bien comme il faut, plus son train de vie. Mais bon, il faut savoir que le train de vie, quand même, dans les années 1900. J'allais dire à partir de 1906, 7, tout est quand même financé par le domaine est payé et le train de vie est financé par les divers trafics, le trafic de messe, le trafic de vin, les timbres, les cartes postales, tout ça et tout. Donc il a pas beaucoup de mal à financer. Puis c'était quelqu'un qui était extrêmement débrouillard et qui était quand même inventif. Donc il a pas beaucoup de mal à financer son train de vie. Hein. C'est le domaine qui lui a coûté le plus cher. Et en 1905, le domaine est terminé, même s'il a du mal à honorer certaines factures et même s'il se fera tirer toute sa vie l'oreille pour payer certaines factures. On dit que la guerre de 14-18 a ruiné l'abbé Saunière. Ouais, enfin, moi je pense que ça lui a surtout sauvé le domaine. Ouais. Parce qu'il contacte quand même un prêt de 6 000 francs, qui est quand même une somme énorme, et on sait que les remboursements de prêts s'arrêtent chaque fois qu'une guerre est déclarée. Donc je pense que si la guerre n'avait pas été déclarée, il n'aurait pas pu rembourser le prêt, et il aurait surtout perdu le domaine. C'est là qu'on comprend comment Monseigneur de Bonnechose s'en est inquiété, et pourquoi Monseigneur de Bonnechose a fait nommer à l'évêché de Carcassonne en 1881, c'est-à-dire quand même pratiquement 25 ans après qu'il soit parti, puisqu'il est parti en 1855, il fait nommer son ancien vicaire général à l'évêché de Rouen, qui est Monseigneur Félix Arsène Billard. Et il est clair que Monseigneur Billard, quand il arrive à l'évêché de Carcassonne, il a en point de mire Notre-Dame de Marseille. C'est ce que j'ai révélé dans mon livre, puisqu'il y a une anecdote sur les carnets de l'abbé Coste, qui était curé de Pièce à la fin du 19e siècle, le révèle. On voit par exemple un Monseigneur Billard qui vient bénir la confirmation des enfants à Pièce en début 1882. Comment dirais-je, il achève la cérémonie de confirmation de la façon la plus rapide et la plus impromptue possible. En fait, il la bâcle et il part à pied. Il retrousse sa soutane, puisqu'il est très près de Notre-Dame de Marseille, il est à 3 km et demi. Il retrousse sa soutane, il part à travers chemin et à travers pré, sans attendre le retour de son équipage, avec Vanier, qui était le supérieur des Lazaristes de Notre-Dame de Marseille, et avec Cros, qui était son secrétaire général. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va visiter Notre-Dame de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il n'en pouvait plus. Il savait qu'il se passait quelque chose à Notre-Dame de Marseille, mais il ne l'avait pas encore visité, puisqu'effectivement, il était là que depuis quelques mois, et il avait un planning tellement chargé qu'il ne pouvait pas prendre une demi-journée ou une journée pour partir de Carcassonne, aller à Limoux et aller visiter Notre-Dame de Marseille. Donc là, on voit que l'occasion est trop belle, il saute dessus. Et j'ai sur les carnets de Coste, j'en ai publié une partie, j'ai la colère de ce prêtre qui se fait planter par son évêque, puisque en pleine cérémonie, il s'en va. Il s'en va. Voilà. Et puis il y a autre chose encore plus fabuleux, puisque Coste était un prêtre extraordinaire et qui notait tout au jour le jour et à la semaine. C'est quelques mois plus tard, en octobre 1882, c'est la visite surprise de Monseigneur de Bonnechose. Alors, il faut savoir que Monseigneur de Bonnechose, archevêque, cardinal, homme d'État, puisque c'était le principal interlocuteur entre Napoléon III et le pape, quitte brusquement l'évêché de Rouen et arrive à Limoux sans que personne ne l'attende. Et il vient à Limoux dans une rue bien précise. Il vient à la rue de l'Hospice. Alors dans un premier temps, tout le monde pense qu'il va à l'Hospice, on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, il va à une maison qui est au numéro 1 de la rue de l'Hospice, dans cette maison qui appartient à la famille Brun. La famille Brun, ce sont les neveux de Godéric Mèche. Il y a un mourant qui s'appelle Henri Gasque. Et on voit Monseigneur de Bonnechose qui fait partir tout le monde et qui reste seul avec Henri Gasque. Et il est venu, il a fait un périple, c'est la dernière année de la vie de Monseigneur de Bonnechose, il ne va vivre que quelques mois ensuite, donc c'est un voyage périlleux et pénible pour lui. Il a traversé toute la France pour venir passer 1 heure avec un moribond, qui va essayer de faire parler, et comme nous sommes en 1882,
Henri Gasque a déjà lancé sur la piste de ce trésor Henri Boudet, il ne dira rien. Il ne dit rien. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que Monseigneur de Bonnechose va dire tout ce qu'il sait sur le sanctuaire Notre-Dame de Marseille à Billard, et Billard va attendre la première occasion pour s'approprier le sanctuaire Notre-Dame de Marseille. Et il va attendre donc les années 1890, qui est un copropriétaire qui change, qu'arrive ce Bourrel, qui était quelqu'un qui était facilement, c'était un homme d'argent, comme Billard, donc ils se sont entendus. Bourrel a gagné beaucoup d'argent sur cette histoire, et c'est grâce à ce Bourrel que Billard pourra s'approprier Notre-Dame de Marseille. Mais on voit très bien que parti depuis la piste rouennaise, rapidement, les doutes et les soupçons de l'évêché de Carcassonne se sont portés sur Notre-Dame de Marseille. Et on voit très bien certains évêques, ça commence avec Monseigneur de la Porte, je le dis et je le répète, qui en 1810 va de force, ça cette année c'est quand même extraordinaire, quand on a la chance d'avoir dans son diocèse un sanctuaire qui est millénaire, qui a plus de 1000 ans d'existence, on le ferme pendant 2 ans, parce que les propriétaires refusent de vendre c'est une chose extraordinaire, ça paraît, c'est impensable qu'on prive les croyants d'un lieu de culte pareil. Donc, on voit très bien que l'évêché de Carcassonne, depuis le début du 19e siècle, est très attentif au sanctuaire de Notre-Dame de Marseille de Limoux et veut se l'approprier. Et celui qui va être le plus malin de tout le monde, Monseigneur de la Porte va essayer la force et va se planter, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il est obligé, 2 ans après, de rouvrir sous la pression de la Vox Populi, il est obligé de rouvrir Notre-Dame de Marseille, et celui qui va y arriver, qui va être malin de tout le monde, mais qui a peut-être aussi pris les leçons des échecs des autres, et qui a surtout été extrêmement bien briefé par Monseigneur de Bonnechose, c'est Monseigneur Billard. Monseigneur de Billard a extrêmement bien manœuvré, et moi je suis persuadé que Monseigneur Billard avait des informations, et Monseigneur Billard s'est servi de la naïveté de la serre, de l'abbé Lasserre, d'aller les bains, et il a en fait manœuvré Boudet. Et quand on connaît l'intelligence de Boudet, puisqu'il a forcé Boudet à révéler ce qu'il savait. Et quand on connaît l'intelligence de Boudet, je peux vous dire que c'est pas une mince performance. Je peux vous dire que entre la famille Corbu-Captier a des documents, a des lettres de Béranger Saunière dans les années peu avant sa mort, 1915, 1916, 1917. Il veut faire construire un petit kiosque pour se mettre à l'ombre. Il négocie comme un fou parce qu'il veut pas que ça dépasse les 1000 francs. Et quand il trouve les accords avec les artisans, avec tout le monde, pour faire ce kiosque, 1000 francs, qui pour lui, à une époque, n'était rien du tout. 1000 francs, il recevait... il avait ça en 2 jours de messe des fois, tellement il en recevait à une époque. Ces 1000 francs, il les trouve pas, donc il laisse tomber la construction de ce kiosque. C'est pour dire que sur la fin de tenir, d'abord il était malade, il avait fait quelques séjours à l'hôpital de Carcassonne, ce que personne ne sait, dans les années 1916, et c'est pour dire qu'il avait de très gros problèmes financiers, et il a vécu comme un reclus les dernières années de sa vie dans son domaine. Il ne quittait même plus le domaine. On sait qu'il a fait un pèlerinage à Lourdes en 1916, et puis ça s'est arrêté là. Il est mort en laissant des dettes que Marie Desnarnaud aura le plus grand mal à rembourser. Mais il n'avait absolument pas. Alors bien sûr, c'est facile de dire ça, c'est un peu pour créer la légende. Et on dit qu'après, les documents auraient été volés chez l'entrepreneur Elie Bott, avec les devis et tout, mais c'est complètement faux. Alors oui, j'aurais une question. Quel était le métier des parents, et des parents de la personne qui avait le rôle principal dans l'affaire? De Saunière? Oui. De l'abbé Saunière. Son père était maire d'abord de la commune de Montazel. Il était minotier, c'était un gros propriétaire terrien. Minotier, c'est-à-dire il dirigeait une manufacture, puisqu'il y en avait pas mal. Et il était surtout régisseur du domaine du marquis de Montazel, qui était comment dirais-je, la haute personnalité du coin et tout. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas dans la misère. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas dans la misère. Pas du tout. Alors une deuxième question. Oui. Est-ce qu'il avait des frères et des sœurs? Oui. Donc et c'était combien d'enfants? Plusieurs. Oui, il avait déjà une sœur. Il avait un frère Alfred qui a été prêtre et dont on a parlé. Et puis bon, toute une famille, quoi. Donc voilà. Mais bon, à part Alfred, le reste de sa famille n'a aucune importance dans cette histoire. Lucienne. Oui, moi je vous remercie pour cette belle émission. Ah, avec plaisir. On est un petit peu déboussolés parce que c'est une nouveauté. Ah, mais c'était un peu le but de la manœuvre, là. Oui, tout à fait. Hein. Comme dit Jean-Claude, on est décoiffés. Mais c'est très, très intéressant. Mais je vous en remercie. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Alors, la première cache, donc si j'ai bien compris, c'est de l'or, des bijoux, enfin... C'est beaucoup de choses. Hein, voilà. Oui. Donc ça a été dépensé. Ah non.
Ça n'a pas été utilisé? Non, une partie seulement. Une partie a été prélevée, Oui. a été aménagée, Par le roi de France déjà. Oui, a été amenée sous Notre-Dame de Marseille, mais le roi de France n'a eu accès qu'à la cache qu'à la partie du trésor qui était sous Notre-Dame de Marseille. La partie du trésor qui était la propriété du baron Blaise de Daupoul est restée dans cette première cache dans la région de Rennes-les-Bains, et il resterait encore quelques petits trucs, de quoi se faire une vie bien tranquille. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, il y a autre chose encore ailleurs. Ah non? Non? Non, pas du tout. Non. Il y avait cette cache qui a été découverte par hasard. Oui. Et les événements du XVIIe siècle ont fait que ce trésor a été tout simplement divisé en deux. Ils se sont partagés le trésor. Une partie est partie à Limoux, sous Notre-Dame de Marseille. Cette partie a été exploitée, d'abord au XVIIe siècle par Nicolas Fouquet, puis en partie par Louis XIV. Oui. Et ensuite, ça a été ça s'est perdu, et ça a été retrouvé au XIXe siècle par des prêtres, ça a donné la lignée des prêtres jusqu'à Boudet et Béranger Saunière et Monseigneur Billard. Mais en ce qui concerne la première cache a été retrouvée par Boudet au milieu des années 1880, et il semblerait qu'il n'y ait que lui qui ait eu accès, et depuis la mort de Boudet, cette cache est à redécouvrir. D'accord. Et on n'a absolument aucune idée d'où viendrait tout ce trésor, quoi. Non, on émet, bien sûr, on fait un peu comme tout le monde, on émet des hypothèses, mais bon, moi je me garderai bien de... Bien sûr. Si vous voulez, le trésor monétaire, qui est important, est avéré. On a assez de preuves pour ça. On sait avec tout ce que ça a financé. On sait que c'est un trésor qui est extrêmement important. Maintenant, savoir d'où vient ce trésor, si c'est un trésor profane, un trésor sacré, comme certains disent et tout, c'est des discussions dans lesquelles moi j'ai beaucoup de mal à rentrer parce que j'ai pas d'informations. Je suis pas tellement qualifié sur ce sujet. Moi, je me suis bien amusé à rentrer dans cette histoire à partir du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Et croyez-moi, ça m'a occupé pendant assez de temps, et j'aurais du mal à... Oui, mais on avait parlé de Blanche de Castille, je crois bien. Oui, mais ça c'était la version qui a été amenée dans cette histoire par Noël Corbu, qui était le sympathique hôtelier dans les années 1950, dans la fin des années 50 et début 60, qui avait repris le domaine de Béranger Saunière et qui voulait à tout prix transformer son domaine en hôtel-restaurant. Donc il avait besoin d'un support trésoraire pour enclencher la machine, et il avait choisi arbitrairement Blanche de Castille. C'est que c'est possible, c'est une hypothèse qui est envisageable. De toute façon, un trésor aussi important peut à l'époque provenir que ça peut être qu'un trésor royal ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, tout à fait, mais on ne sait pas, à l'heure actuelle, personne ne peut dire de quelle époque date ce trésor. Ah. Ce que moi, il m'a semblé comprendre, et que je n'ai pas abordé ce soir, c'est que ce trésor a été mis dans une cache à une certaine époque. Je pense que c'est le XIIIe siècle, parce que je pense bien sûr à la croisade contre les Albigeois, qui a profondément modifié le paysage politique et le pouvoir de certaines familles dans la région, bien entendu, puisque la plupart ont été balayés. Et on peut penser, mais est-ce que savoir si ce trésor était là depuis des siècles, est-ce qu'il a été déménagé parce qu'on y avait trouvé une cache qui était beaucoup plus sûre, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un trésor qui date de cette époque-là, si c'est un trésor qui est antérieur, qui est toujours dit. Le seul élément que je dis et que je redis, c'est la présence de Saint-Augustin dans le codage de certains prêtres, qui laisse à penser, mais là je suis extrêmement hypothétique et ce n'est qu'une hypothèse de ma part, qui laisse à penser que ce trésor pourrait concerner le pillage de Rome en 410 par le roi Alaric. Voilà. Mais après, Alaric, oui. Ah oui, d'accord. Voilà, qui a pillé Rome le 23 août 410. Ouais. Voilà. Donc, oui, de toute façon, a priori, ça peut venir que d'un trésor royal. Hein, oui, non, mais c'est sûr que c'était un trésor qui était... Il est clair que c'était un trésor qui était important. Ah bah oui, ça peut être que... Je peux vous dire que moi, j'ai remonté certaines sources de financement et tout. C'est clair que c'était un gros trésor. Béranger Saunière allait régulièrement à Budapest. Oui, il avait un compte. Il avait un compte là-bas. Un compte à la banque Friesland, ou enfin, excusez-moi l'orthographe. Il avait un compte à Budapest, mais je crois que c'était un homme qui était malin, qui était attentif à ne pas... C'était quelqu'un qui sortait quand même d'une vie difficile, puisque je vous dis 900 francs par an, prêtre dans la Haute-Vallée de l'Aude, dans un village où il y avait 200 habitants, la neige quelques mois par an, une chaleur accablante l'été. A-t-on retrouvé trace d'une visite ou de visites de Béranger Saunière à Paris? Non.
Le soir-là, la visite de Béranger Saunière à Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice, oui. Elle est fausse complètement. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on avait mis Saint-Sulpice dans l'histoire de le château. C'est uniquement parce que Plantard, de Cherizet et de Cède ont compris qu'il y avait certaines allusions dans un document qui s'appelle le Serpent Rouge, qui est un document extrêmement important, qui parlait de Saint-Sulpice, puisqu'on y citait les tableaux de Delacroix, la chapelle des Anges et tout, donc qui sont connus par beaucoup de monde, mais ils n'ont pas su le réintégrer dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé cette histoire de Saunière qui venait à Saint-Sulpice pour acheter les copies, et en plus qui allait acheter les copies des tableaux de Poussin, de Teniers et de Saint-Célestin V. Mais ça démontre parfaitement qu'ils avaient des éléments qui étaient authentiques et qu'ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont pas su exploiter. Alors Voilà. il est un autre petit village qui se trouve dans l'Eure-et-Loire, il me semble, c'est Gaillon. Vous avez entendu parler de Gaillon? Oui. Ça te dit quelque chose? Oui, mais ce Gaillon, c'est une émanation de la piste rouennaise. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse, bien sûr, comme tous ceux qui sauraient tout. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là et tout. Par Thierry Garnier, entre autres. Tout à fait, oui, mais bon, c'est vrai que moi, je l'ai dit tout à l'heure, et je considère que la piste rouennaise est une impasse. Donc j'ai beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Il n'empêche qu'il y a un travail tout à fait intéressant qui a été fait. Remarquable. Oui, tout à fait. C'est un truc qui est passionnant en plus. Mais bon, le problème, c'est que toujours, le problème de ces travaux qui sont remarquables et qui sont passionnants, c'est qu'ils n'aboutissaient pas. Si vous voulez, je suis toujours étonné que les gens, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, ils préfèrent se réfugier dans des explications alambiquées de sociétés secrètes et tout. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune société secrète là-dedans. Ce sont des prêtres, ce sont des hommes avec leurs doutes, leurs certitudes, leur naïveté, je le redis encore. Et puis il y en a qui ont été plus malins que d'autres, il y en a qui se sont fait rouler, il y en a d'autres qui ont profité de la situation. Quelqu'un comme Béranger Saunière a profité de la situation, mais je suis persuadé que s'il avait été un petit peu plus malin, on dirait dans notre époque un petit peu plus réglo, il aurait pu obtenir beaucoup plus. Parce qu'il s'est comporté comme un chien fou dans un jeu de quilles. C'est pour ça que Boudet lui a barré le passage dès 1890-1895. Il est évident qu'avec l'histoire du pillage des tombes de 1895, ça met Boudet en colère. Quand arrive l'assassinat de Gélis, attendez, maintenant c'est terminé. Pour Saunière, c'est terminé. Ce ne sera qu'un deuxième couteau. C'est un porteur de valise, il restera comme ça. Mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Il aurait pu avoir un destin encore plus fabuleux que ce qu'il a eu. Mais bon, il n'était pas fait pour ça. Lasserre l'avait très bien jugé comme un type qui avait du courage, qui était volontaire, qui était roublard, qui était capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation, qui était capable de convoyer des objets précieux à l'autre bout du pays. Mais après, rien de plus. Rien de plus. On l'a utilisé pour ceux qui savaient faire. Voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, tout à fait. Et puis, quand tu sors un nouveau bouquin, bienvenue. Merci, et merci à toi surtout de m'avoir accueilli. Et merci à Jean-Luc. À Jean-Luc d'être resté. De m'avoir supporté, de m'avoir cornaqué dans tout Paris, dans lequel je me perds si facilement. Tu rentres ce soir à... Non, oui, enfin je rentre... Eh oui, nous sommes samedi. Oui, tout à fait, je rentre ce soir. Je rentre dans ma campagne chérie.